Alors comme vous le voyez, il sera question aujourd'hui de topologie, et comme vous venez de l'entendre, je suis physicien, donc on aura un regard, disons, sur la topologie du point de vue de la physique. Alors, vous savez probablement mieux que moi, les biologistes essayent de classifier des organismes vivants. Par exemple, une araignée découverte quelque part en Asie, on va se demander, tiens, est-ce qu'elle appartient à la même famille? Est-ce que c'est la même espèce qu'une araignée découverte quelque part en Afrique? Et pour répondre à cette question, pour essayer de classifier les organismes vivants, les chercheurs en biologie vont essayer d'établir des critères objectifs qui permettront de dire si en effet ces deux araignées appartiennent à la même catégorie. Alors chercher des critères objectifs, c'est pas toujours facile. Dans le cas des animaux, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne suis pas tout spécialiste, mais j'imagine qu'on va compter les pattes, on va compter le nombre de dents. Si possible, on va essayer de regarder l'ADN. Et aller chercher vraiment les caractéristiques essentielles de ces organismes, chercher cet ADN, c'est quelque chose qu'on va aussi essayer de faire dans le cadre des mathématiques. Et je parle de la topologie, c'est exactement ce qu'essaie de faire la topologie dans le cadre des objets géométriques. Mais c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire en physique. C'est-à-dire qu'on essaye de voir dans quelle mesure deux phénomènes physiques, éventuellement deux états de la matière, appartiennent ou non à la même catégorie. Donc ce que je suis en train d'expliquer maintenant avec des mots, ce sont évidemment des choses assez vagues, et donc le but de cet exposé, de ce cours, va essayer de clarifier ces concepts de classification, en partant avec quelques concepts de base de topologie, donc en mathématiques, et en nous rapprochant progressivement de ces idées de classification des phases de la matière en physique. Donc je vais d'abord commencer avec une image que j'aime bien utiliser en général quand je donne ce type de cours. C'est ma vision de la topologie. Donc là, on est vraiment en mathématiques. On va regarder des objets, des surfaces à deux dimensions fermées, et on va se demander comment on va pouvoir classifier ces objets. Alors, ce qu'on va dire, c'est que tout objet que j'arrive à déformer en une sphère, une balle, par exemple ce ballon-ci, si je pousse un petit peu sur les côtés, eh bien, tout objet que j'arrive à déformer continuellement, en faisant des petites déformations en une sphère, je vais mettre tous ces objets dans cette boîte-là. Tout objet que je vais pouvoir déformer continuellement en cette classe, ce donut, on appelle ça un tore en mathématiques, on va mettre tous ces objets dans cette seconde boîte. Tous les objets qu'on arrive à déformer en ce vase, donc vous avez compris le principe, on va compter le nombre de trous, ce vase a deux trous, donc tout objet qui possède deux trous, on va les mettre dans cette boîte-là. Et donc l'idée, c'est que, vous voyez apparaître cette notion de classification, tout objet qui appartient à une certaine boîte, tous les objets qui appartiennent à une certaine boîte, peuvent être déformés les uns des autres via des petites déformations. Et donc, vous voyez qu'il y a un nombre qui apparaît. Il y a un instant, je vous parlais de compter le nombre de pattes pour essayer de classifier les animaux, le nombre de dents. Mais ici, on ne va pas compter des pattes et des dents, on va compter, dans cet exemple-ci, le nombre de trous. Et donc, cet indice, j'appelle ceci une étiquette, si vous voulez, c'est l'étiquette que je vais mettre sur des boîtes. Cet indice, c'est ce qu'on va appeler un invariant topologique. Donc, dans ce cas-ci, le nombre de trous est égal à 0, ici, dans ce cas-ci, le nombre de trous est égal à 1, etc. Et cet invariant topologique, c'est l'ADN qu'on cherchait, c'est vraiment la caractéristique essentielle de ces objets géométriques. D'accord? On ne va pas s'intéresser aux déformations locales, à la courbure locale. Non, non, on se permet de déformer tous ces objets, on va vraiment essayer d'aller chercher ce qu'il y a d'essentiel dans ces objets géométriques. Donc, cette notion d'invariant topologique, qui est, c'est implicite dans ce que je viens de dire, mais qui est vraiment cette propriété qui va rester constante en dessous de petites déformations, c'est vraiment ce qui va jouer un rôle central dans tout l'exposé aujourd'hui. Donc là, j'ai donné l'exemple de ces surfaces, mais la topologie, c'est un énorme domaine des mathématiques et ça vise à classifier toute une série de choses. Alors des choses plus ou moins abstraites, donc on a vu le cas des surfaces, les nœuds, on peut s'intéresser aux nœuds, se demander quels sont les nœuds qui sont inéquivalents, donc les nœuds qu'on n'arrive pas à déformer les uns des autres. Voilà, c'est voici deux nœuds que je n'arrive pas à déformer l'un dans l'autre, donc ils appartiennent à des boîtes différentes. Mais voilà, les mathématiciens vont évidemment très très loin dans l'abstraction et donc ils s'intéressent parfois à classifier des objets mathématiques extrêmement abstraits. Et on en verra un exemple aujourd'hui qui est pertinent en fait, dans le monde de la physique. Alors il y a un invariant topologique qui est extrêmement important dans l'exposé d'aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle un nombre d'enroulement, en anglais winding number. Alors c'est a priori un concept assez intuitif, on peut l'exprimer d'une façon mathématique, d'une façon un peu plus complexe,
Mais ici, j'ai essayé d'imaginer un exemple pour permettre peut-être aux enfants dans la salle de comprendre ce que c'est qu'un nombre d'enroulements. Et donc, voici ma petite histoire. J'ai un touriste, ce gars-là, qui a envie de se promener dans Bruxelles, il a envie de faire du tourisme à Bruxelles, et il y a, disons, une agence de voyage qui lui propose deux itinéraires. Il y a un itinéraire numéro 1, qui est celui-ci, qui marche autour de la cathédrale Sainte-Gudule, par exemple, et puis un itinéraire numéro 2 qui, lui, tourne essentiellement autour de la Grande Place et contient en son centre le Mannequin Peace. Alors, ce que ce touriste va faire, c'est qu'il va se promener, ce que je vais appeler promenade maintenant, c'est en fait un tour autour de cet itinéraire-ci, que j'appelle l'itinéraire 1, c'est l'itinéraire numéro 2. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce touriste? En fait, il ne peut pas s'empêcher de se demander mais où se trouve le Mannequin Peace. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment avoir cette obsession, en fait, il ne va faire que regarder les pancartes qui indiquent vers le Mannequin Peace. Et donc, vous voyez tout de suite sur le dessin que ces observations vont être très différentes selon qu'il suit l'itinéraire 1 ou l'itinéraire 2. D'accord? S'il suit l'itinéraire 1, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir toutes des flèches qui pointent, évidemment c'est logique, les flèches pointent vers le Mannequin Peace, elles pointent toutes vers la même direction. Tandis que selon l'itinéraire numéro 2, bien lors de sa promenade, ce qu'il va observer, c'est que ces flèches, en fait, elles tournent. Évidemment, s'il part de ce point-ci, après un tour, bien, la flèche va revenir avec la même orientation, mais s'il est attentif, le long du chemin, il va voir que cette flèche effectue un tour. Alors, on va ajouter un petit peu de règle dans tout ça. En fait, on va associer un angle à cette flèche. Donc maintenant, je définis un angle θ dans ce plan. Et donc, cette flèche, donc, qui est la flèche de la pancarte, vous voyez qu'ici, il va avoir un angle, cette flèche correspond à un angle qui est essentiellement 0. Cette flèche-ci est un angle qui correspond à plus ou moins 90 degrés, etc. Et donc, ce qu'il va faire, c'est un petit peu comme s'il avait une boussole en main, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec une boussole qui est un butoneur. Il va étudier cet angle après avoir effectué ces différents tours. Et qu'est-ce qu'il va voir? Donc, je répète ce que je viens de vous dire, c'est qu'après avoir effectué un tour complet selon l'itinéraire 1, eh bien, il observera que l'angle θ va effectuer 0 tour. D'accord? Donc, si je suis ce parcours, il va en gros voir la flèche qui va légèrement osciller, comme ceci, autour de 0, et revenir à sa place après un tour. Par contre, s'il suit l'itinéraire numéro 2, eh bien, s'il commence ici, la flèche aura cette direction-là, et puis s'il parcourt cet itinéraire dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que cette flèche effectue un tour complet et revient à sa place initiale ici. Alors, ce nombre de tours, vous voyez que j'ai introduit une notion de nombre, un petit peu comme les trous il y a un instant dans la surface. Ce nombre de tours effectués par la flèche après une promenade, c'est un invariant topologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je déforme un petit peu l'itinéraire 1, si notre touriste a envie de se promener dans des quartiers voisins, un petit peu différents, ou si le vent perturbe un petit peu l'orientation des flèches, c'est possible. Cette flèche-là peut éventuellement légèrement bouger à cause du vent ce jour-là, où il y a un petit rigolo qui s'est amusé à bouger l'ordre des flèches. Eh bien, ce que je prétends, c'est que sous ces petites déformations, en fait, le résultat sera le même. C'est-à-dire que le nombre de tours effectués par la flèche après un chemin ne sera pas perturbé ou changé par cette petite déformation. Donc vous sentez la notion de topologie qui intervient. Alors, on peut écrire, oui, alors peut-être juste une chose, oui, donc, de la même façon qu'on ne peut pas déformer une sphère en un tore, ou le donut, eh bien, vous avez compris qu'on ne peut pas déformer continuellement la situation présentée ici et la situation présentée là. Donc, passer d'ici à là, ça revient à faire une transition topologique, si vous voulez. On doit changer l'invariant topologique quand on passe d'ici à là. Donc, il faut faire quelque chose de violent, si vous voulez, pour effectuer cette transition. Alors, je vais introduire une quantité qui est une série de quantités qui sont maintenant franchement plus mathématiques, mais elles vont être importantes dans la suite. Vous voyez que j'ai écrit une équation ici. Alors ça, c'est une équation pour cet invariant topologique. C'est ça notre nombre d'enroulements, on va l'appeler W. Et vous voyez que je l'écris comme, alors il y a un facteur 1 sur 2pi, c'est pas très important, vous voyez que je l'écris comme une intégrale le long d'un chemin. Le chemin, ça va justement être soit l'itinéraire 1, soit l'itinéraire 2, d'une quantité qui est un vecteur, et donc c'est ce qu'on appelle une circulation d'un vecteur. Ce vecteur, c'est le gradient de θ. Alors le gradient de θ, c'est donc un vecteur, c'est un champ de vecteur, qui va nous indiquer comment cet angle de θ évolue dans l'espace. D'accord? Alors,
Si vous n'êtes pas mathématicien, n'ayez pas peur, ce sont des symboles peut-être un peu compliqués pour vous, mais vous comprenez intuitivement ce qui se passe. Si j'effectue une circulation ou une promenade très proche du Manhattan Kiss, d'accord, imaginez je pars d'ici et je fais un tour ici, vous avez l'intuition que cette flèche, elle va tourner très rapidement autour de ce cadran. D'accord, si j'effectue un tour ici, la flèche va devoir tourner très très vite. Tandis que si je me place très 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 loin du Manhattan Kiss, la flèche, elle va, si je maintiens un nombre d'enroulements égal à 1, la flèche va très lentement bouger le temps que je passe mon énorme promenade autour du Manhattan Kiss. Donc c'est exactement ça que va mesurer ce vecteur gradient de θ. Donc si je fais un petit dessin, vous me direz si vous voyez quelque chose ou pas, sinon je rallume. Ce sera important pour la suite, c'est pour ça que je fais ce dessin. Donc, d'une façon très schématique, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un point, qu'on appelle point de singularité, qui est notre Manhattan Kiss. On a notre angle θ, qui est ce que j'ai dessiné ici, donc je ne vais pas le reproduire. Et à quoi ressemble ce champ vectoriel, ce gradient de θ? Eh bien, c'est quelque chose qu'on a dit qui était très grand, proche du Manhattan Kiss, et qui devient de plus en plus petit au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Là, ce que je suis en train de dessiner, ce sont donc des vecteurs, d'accord, qui représentent ce champ gradient de θ. Et c'est un champ, donc dans chaque point de l'espace X, il y a un vecteur qui est représenté ici. Voilà, je complète mon dessin. Alors, vous voyez que non seulement les flèches deviennent de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'on se rapproche du Manhattan Kiss, mais vous voyez aussi que ces flèches ont une certaine orientation. Vous voyez que ces flèches tournent autour de notre point de singularité. Alors, il sera tentant de voir une analogie avec ce qui se passe dans un fluide. En fait, ce que vous voyez, c'est que ce qu'on est en train de représenter ici, ça ressemble furieusement au champ de vitesse d'un tourbillon. D'accord ? Vous imaginez un tourbillon, d'accord ? Au centre du tourbillon, la vitesse diverge, elle est gigantesque. La vitesse, le champ de vitesse tourne autour du tourbillon, d'où le nom tourbillon. Et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne du point central de notre tourbillon, au centre de notre ouragan, si vous voulez, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, eh bien le champ de vitesse devient de plus en plus petit. D'accord? Donc là, ce que je suis en train de représenter, c'est ce champ-ci. Et maintenant, vous comprenez ce que j'ai écrit ici. Je vous ai dit que je calcule la circulation de ce champ de vecteur. Pour les non-mathématiciens, ça veut dire quoi? Ça veut en gros dire faire la somme de ces flèches le long d'un chemin. Alors je dessine un chemin. Ça, c'est mon itinéraire que j'ai appelé numéro 2. Je vais lui donner un sens. Et donc, vous voyez ce que je fais? Je dois en fait sommer mes flèches le long de cet itinéraire. Et vous voyez tout de suite d'ailleurs que où se trouve exactement cet itinéraire n'est pas très important, d'où cette idée de topologie et de robustesse face à la déformation. Vous voyez que quand on somme ces flèches, bien on a quelque chose de non nul. D'accord? Donc on va voir que cette circulation, ce W est différent de 0 pour l'itinéraire 2. Et il se fait que si vous faites le calcul, que vous calculez cette circulation et que vous divisez par 2π, vous allez obtenir un nombre entier. Dans ce cas-ci, W est égal à plus 1 parce que je vais dans le sens de mes flèches. Si j'avais effectué la même promenade dans l'autre sens, j'aurais vu les flèches à contresens. Dans ce cas-là, j'aurais eu moins 1. Donc je mettrai un plus ou moins. Et puis, vous voyez ce qui se passe dans le cadre de l'itinéraire 1. Si je me promenais ici, bon, je n'ai pas dessiné beaucoup de flèches, que vous ferez l'exercice à la maison. Bon, je vais quand même dessiner 2-3 flèches. Et ce que vous allez immédiatement réaliser, c'est que la circulation, bon, je fais quelques flèches comme ça, là, c'est si simple de faire ça au tableau, j'espère que je m'en sors plus ou moins, cette flèche-là, elle n'est pas terrible, voilà. Et là, vous voyez que quand j'effectue ma promenade dans ce sens-ci, vous voyez que ici, je rencontre des flèches qui vont dans le même sens que ma promenade. Là, je rencontre des flèches qui vont à contresens. Et donc, ceci va s'annuler. Donc, dans l'itinéraire numéro 1, vous voyez bien que W, donc ce nombre d'enroulements, est égal à 0. Et là, on peut continuer l'argument. On peut éventuellement considérer des chemins un peu plus compliqués. Je vais prendre une autre couleur. Notre promeneur, il s'égare éventuellement autour du Manhattan Kiss, il le cherche, il tourne autour de la grande place. Ça nous est tous arrivé un jour dans notre vie.
Et dans ce cas-là, si notre promeneur part ici, et il tourne, et il rate le Malcolm Pizzi, il recommence. Voilà, s'il effectue 2 tours, eh bien c'est facile de se convaincre dans ce cas-là, W serait égal à plus 2, etc., etc. Vous comprenez que W est en effet un nombre entier qui peut prendre des valeurs positives, négatives, mais ce sont des valeurs entières. D'accord? Donc je passe un peu de temps là-dessus, mais c'est extrêmement important pour la suite de cet exposé. Alors maintenant, on va faire de la physique. Et je vais éteindre la lumière. Mais restez éveillés. Alors on va passer de la physique classique, qui est peut-être la physique la plus intuitive pour la plupart d'entre vous, à ce qu'on appelle la physique quantique, qui décrit correctement le monde microscopique. Je ne vais pas faire d'expérience avec les chaises, je fais juste ça pour être sûr que je ne le prenne pas. J'aurais pu faire l'histoire de Malcolm Pizzi avec une chaise ici, ça aurait été. Et vous voyez, il y a plein de trucs un peu partout. Voilà. Ok, donc on est bon. En physique classique, la physique que vous avez tous appris à l'école, eh bien, on considère qu'une particule est bien décrite par un objet ponctuel. D'accord? Ça, c'est une particule. D'accord? Une pomme, par exemple. Ça ressemble pas trop à une pomme, mais disons que les particules en physique classique, ça ressemble à ça. Et comme vous l'avez probablement appris, on sait comment décrire la trajectoire d'une particule soumise à des forces. Et donc Newton nous a éclairé là-dessus, il nous a expliqué comment écrire les équations du mouvement. Les équations du mouvement, vous les avez apprises à l'école. La masse de cet objet fois l'accélération, les secondes de la position, est égale à la somme des forces qui agissent sur cette particule. Et donc, pour des forces données, d'accord, une force de la gravitation, une force électrique, etc., on peut résoudre ces équations et obtenir la trajectoire au cours du temps de notre particule. Ça, c'est génial, mais ça marche que dans le monde classique. Dès qu'on va dans le monde microscopique, parce que je m'intéresse à des électrons, à des atomes, des petites choses, eh bien, il faut quitter ce monde classique. Alors, pas toujours, mais dans la plupart des cas, c'est nécessaire. Et dans ce cas-là, on ne va plus du tout décrire notre particule par un point ponctuel, on va décrire notre particule, ou éventuellement un ensemble de particules, par une fonction d'onde. Donc là, c'est un petit peu plus abstrait. Une fonction d'onde, dites-vous que c'est une onde. Ça ressemble à ça. C'est une onde qui va dépendre de la position et du temps. Et vous voyez qu'elle prend une forme arbitraire, parce que j'ai vraiment dessiné quelque chose d'arbitraire. Mais sur ce dessin, vous voyez déjà que, on va voir dans un instant comment on interprète cet objet, mais on va voir que c'est quelque chose qui peut être délocalisé. On peut avoir des fonctions d'onde qui sont très localisées en un point. Dans ce cas-là, on va se rapprocher d'une description classique. Mais cette fonction d'onde peut être aussi totalement délocalisée et décrire quelque chose qui ressemble à des vagues sur la surface de l'eau dans une piscine. Alors, de la même façon qu'on a les équations de Newton en physique classique, on a aussi des équations du mouvement en physique quantique. Cette fois-ci, c'est une équation du mouvement pour la fonction d'onde. Alors ici, on a la dérivée seconde de la position dans les équations de Newton. Ici, on va avoir une dérivée première par rapport au temps. Donc, ceci, ça va me décrire la variation au cours du temps de la fonction d'onde. Alors, il y a un petit facteur I devant qui est a priori important, on ne va pas le discuter ici. H bar, c'est une constante fondamentale de la nature, qui est ce qu'on appelle la constante de Planck. Il y a une petite barre pour rappeler que cette constante de Planck est divisée par 2π. On va éventuellement revoir ce 2π dans quelques instants. Et dans le membre de droite de cette équation, on a quelque chose d'un petit peu plus compliqué si vous n'avez jamais fait de mécanique quantique. Mais on peut l'écrire de façon très simple. On va avoir l'action d'un opérateur. Il y a un petit chapeau pour dire que H est un opérateur. C'est un opérateur qui va agir sur la fonction d'onde. Alors H, c'est ce qu'on va appeler l'opérateur hamiltonien. On va le revoir dans le cadre de cet exposé. Et grosso modo, cet opérateur, il décrit l'énergie du système. Donc vous devez vous dire que pour un système donné, l'hamiltonien H, cet opérateur, va contenir toute une série de termes et qui vont modifier la fonction d'onde, ici dans le membre de droite. D'accord? Donc la variation temporelle de la fonction d'onde va être donnée par l'action de l'opérateur sur cette fonction. C'est un petit peu abstrait, mais dites-vous que c'est une équation d'évolution qui va nous dire comment cette fonction évolue dans le temps et dans l'espace. Alors, il y a une structure extrêmement importante dans le cadre de la physique quantique, en particulier dans le cadre de la fonction, dans l'équation de Schrödinger, qui est que cette fonction d'onde, ce que j'ai représenté ici, donc la solution de l'équation de Schrödinger, c'est en fait un nombre complexe. Très important, c'est une fonction complexe. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une fonction complexe? Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est le cas de mes enfants, des nombres complexes, dites-vous que c'est une onde qu'on peut écrire comme une certaine amplitude, ça va me dire si la vague est très haute ou très basse,
fois quelque chose qu'on va appeler une phase. Et je vais revenir sur la phase dans un instant. La phase va être très très importante dans le cadre de cet exposé, mais on va la mettre de côté pendant un instant, et on va, dans un premier temps, discuter de l'interprétation de l'amplitude de cette fonction d'onde. J'ai dit qu'une particule ou des particules peuvent être décrites par une fonction d'onde, mais je ne vous ai pas vraiment précisé comment l'utiliser cette fonction d'onde. Eh bien, l'interprétation est très simple. En fait, lorsqu'on prend l'amplitude de cette fonction d'onde, qui est définie dans chaque point, dans chaque temps t, eh bien, cette amplitude, bon, je la prends au carré, mais ça c'est un détail, c'est pas très important. Cette amplitude, elle va me dire quelle est la probabilité de trouver ma particule, ou éventuellement plusieurs particules, au voisinage d'un point x au temps t. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'espace autour de moi est un monde à 3 dimensions. Prenez un point x dans ce monde à 3 dimensions, à un temps donné, et je vais me demander quelle est la probabilité, si je fais une mesure, ou éventuellement beaucoup de mesures, quelle est la probabilité de trouver ma particule en ce point. D'accord? Donc je peux faire cette mesure ici, je peux la faire ici, je peux la faire là-bas. Donc vous voyez qu'il y a un certain caractère probabiliste, ce qui veut dire que contrairement à la physique classique où la particule elle est ponctuelle, si elle est ici, elle est nécessairement ici, si elle est là-bas, elle est nécessairement là-bas, en physique quantique, on se permet d'avoir des particules qui sont en fait délocalisées. D'accord? On peut même imaginer une situation où cette fonction d'onde est tout à fait plate, où on a une probabilité tout à fait égale de trouver notre électron ici, ou là, ou là, ou là, ou là. Donc ça décrit le caractère, ou ça prend en compte le caractère ondulatoire de nos particules dans le monde microscopique. C'est tout à fait essentiel. Alors, ces fonctions d'onde, on peut les calculer pour des cas simples. Et ici, par exemple, je vous représente l'amplitude de la fonction d'onde pour un électron qui tourne autour d'un proton, c'est-à-dire dans l'atome d'hydrogène. Et voici les formes de fonctions d'onde. Donc ici, on voit l'amplitude de la fonction d'onde. Donc on voit que dans cette situation-ci, c'est ce qu'on appelle des orbitales, dans cette situation-ci, l'électron, il a beaucoup de chances de se trouver ici au centre, puis aucune chance de se trouver là, puis beaucoup de chances de se trouver ici, puis aucune chance de se trouver là, et puis pas mal de chances de se trouver ici. Bon, cette structure-là est assez simple, mais vous voyez qu'il y a très vite des structures assez complexes qui interviennent. Là, on a beaucoup de chances de trouver l'électron ici, là, 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 pas mal de chances de trouver l'électron là ou là, et puis nulle part ailleurs. Ok? Donc, vous voyez cette interprétation de la mécanique quantique qui est très importante. Alors, j'ai introduit très brièvement cette notion de phase. Alors, je ne vais clairement pas vous faire un cours sur les nombres complexes, vous les connaissez, soit vous ne les connaissez pas. Je vais peut-être juste mettre en évidence un point qui sera vraiment essentiel dans le cadre de ce cours aujourd'hui, qui est une propriété générale, disons, de la phase associée à une onde. Alors ici, je vous représente deux ondes. Elles ont l'air identiques. Vous voyez qu'elles sont décalées l'une par rapport à l'autre. On dira que cette onde-ci est associée à une phase θ1, cette onde-ci est associée à une phase θ2. Et en fait, le décalage entre ces deux ondes, ça va être précisément la différence de phase θ1 moins θ2. D'accord? Donc quand les phases entre ces deux ondes sont les mêmes, les maxima ici vont être exactement au même endroit, et on comprenait qu'il peut donc y avoir un certain décalage. Alors le point qui est extrêmement important ici, c'est de réaliser que si je ne regarde qu'une onde, celle-ci, finalement cette notion de phase n'est pas très importante, elle n'est pas très physique. D'accord? Ça correspond juste à un petit décalage, ça définit, si vous voulez, là où le maxima de l'onde touche cet axe. Vous pouvez imaginer une onde, disons, imaginez un océan et une onde sur l'océan, on s'en fout de savoir si la vague va être maximale contre le bord d'un port, l'inverse, etc. Vous voyez ce que je veux dire? La notion de phase, c'est pas très important. Par contre, ce qui est fondamental, c'est, ou ce qui va devenir physique, ça va être la différence de phase. Lorsqu'on va se mettre à comparer des ondes différentes, on va regarder leur décalage. Donc, ayez cette idée, ce sera important pour la suite, que les phases deviennent physiques ou observables lorsqu'on prend des différences de phase. Et donc, vous savez très bien, vous l'avez tous appris à l'école, qu'une différence de phase, c'est typiquement ce qui va se passer, ou qui va devenir pertinent, dans le cadre de ce qu'on appelle une interférence. C'est-à-dire lorsque je prends une onde, une autre onde, et que je fais une collision entre ces deux ondes. Donc on sait que si on a deux ondes, disons une bleue et une rose, qui sont en phase, eh bien elles vont s'ajouter, disons de façon constructive, pour donner une onde de plus grande amplitude. Si par contre les deux ondes bleues et rouges sont décalées, elles ont un déphasage maximal, eh bien la somme de ces deux ondes va me donner quelque chose de tout à fait plat. Et donc ce type de phénomène d'interférence, soit constructive, soit destructive,
c'est quelque chose qu'on peut observer, en effet, en générant, en regardant des collisions de deux zones. Donc là, vous voyez une onde ici, une onde là. Elles entrent en collision, et vous voyez des régions noires qui sont les zones où on obtient une interférence constructive, et puis il y a des zones blanches qui sont des zones où il y a eu une interférence destructive. Vous êtes probablement très familier avec ces notions-là. Alors, revenons à la physique proprement dit. Ce qu'on va tout de suite observer, et ça va être important pour la suite, c'est que cette phase, elle a un sens physique intéressant, qui est qu'elle est liée en fait au champ de vitesse de notre particule, si je considère une particule décrite par l'équation de Schrödinger. En fait, c'est assez immédiat, lorsqu'on injecte cette expression-ci dans l'équation de Schrödinger, c'est assez immédiat de se rendre compte qu'en fait, le gradient de θ, maintenant vous voyez un lien avec ce que je vous ai expliqué avant, le gradient de θ, c'est le vecteur qui va nous dire comment évolue θ, donc c'est un champ de vecteur qui va nous expliquer ou nous décrire comment évolue la phase de la fonction d'onde dans l'espace. Et en fait, c'est assez facile de se convaincre que cette quantité-ci, donc le gradient de cette phase, je rappelle, la phase de la fonction d'onde, ce n'est rien d'autre que le champ de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que dans cette description de la physique quantique, on a une certaine probabilité de trouver une particule quelque part au point X. Cette probabilité elle est donnée par l'amplitude de la fonction d'onde. Bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le gradient de la phase, donc comment cette phase évolue, ça va me décrire la probabilité d'avoir une particule au point X et me décrire la vitesse de cette particule si elle se trouvait au point X. D'accord? Donc, véritablement, le gradient de θ, ça va me décrire un champ de vitesse. Et donc, si ma particule se trouve ici, eh bien, la vitesse de cette particule est décrite par cette flèche-là. Si ma particule est ici, sa vitesse est décrite par cette flèche-là. D'accord? Donc ça, c'est une notion intéressante. Est associée à θ, la phase, une observable physique qui est le champ de vitesse. Et ça ne contredit pas ce que je vous ai dit avant. Avant, je vous ai dit qu'une phase unique n'est pas physique. Ce qu'il faut faire, c'est regarder des différences de phase. Et c'est précisément ce que fait le gradient de θ. Le gradient de θ, il va regarder comment change la phase entre un point X et un point dans le voisinage de X. Donc il y a vraiment cette notion de regarder la différence de phase, ici, localement dans l'espace. Alors, on va faire quelque chose de très similaire à ce qu'on a fait ici au tableau. Vous ne le voyez probablement plus parce que c'est sombre, mais vous vous rappelez peut-être qu'on s'était intéressé à regarder la circulation du gradient de θ, et on avait fait apparaître ce nombre d'enroulements dans l'exemple du Mannequin Kiss. Bien, on va faire exactement la même chose ici. En fait, on va calculer la circulation du champ de vitesse. Donc, par exemple, ici, ça c'est un champ de vitesse, associé à une certaine fonction d'onde. Je vais me donner un petit chemin dans l'espace, d'accord, comme un itinéraire dans l'exemple précédent. Et ce que je vais faire, c'est que, suivant ce chemin-ci, je vais sommer des petites flèches qui représentent le champ de vitesse. D'accord? C'est une observable physique, c'est ce qu'on appelle la circulation du champ de vitesse. Et ce que vous réalisez immédiatement, en faisant un lien avec ce que je vous expliquais avant, c'est que la circulation du champ de vitesse le long d'un chemin, que j'appelle C, étant donné cette expression-ci qui me dit que la vitesse est donnée par le gradient de la phase θ, ce n'est rien d'autre que l'intégrale le long du chemin du gradient de cette phase θ. Et donc, qu'est-ce que c'est que la circulation du champ de vitesse? C'est en fait le nombre d'enroulements. Vous vous souvenez, cette invariant topologique que j'ai introduit il y a quelques minutes, ce n'est rien d'autre qu'un nombre d'enroulements à un facteur 2 pi près, c'est pour ça que vous voyez qu'on passe de h bar à h, c'est un peu important. Mais ce qui est important, c'est que donc, cette observable physique est en fait directement liée à un nombre topologique, un invariant topologique, quelque chose qui ne prend que des valeurs entières. D'accord? Je vais essayer de vous montrer ici au tableau, en effet, ce nombre d'enroulements ne prenait que des valeurs entières, vous vous souvenez, 0, plus 1, moins 1, 2, etc. Et bien ici, on retrouve la même chose, mais au niveau de cette observable physique, qui est le champ de vitesse. Donc, la circulation du champ de vitesse, pour une particule décrite par une fonction d'onde correctement décrite par l'équation de Schrödinger, eh bien cette quantité est quantifiée en termes de nombre entier et elle est protégée par la topologie. De la même façon que je ne pouvais pas aller continuellement de la situation liée à mon itinéraire 1 à la situation associée à mon itinéraire 2 dans l'exemple de la promenade de l'entouriste, eh bien ici je ne pouvais pas aller continuellement d'une situation où la circulation du champ de vitesse vaut, disons, 0, à une situation où la circulation vaut 1 ou moins 1, etc. Donc ici, dans l'exemple que j'ai représenté là, eh bien, ça ressemble un petit peu à ce qui se passait dans l'itinéraire numéro 1. Les flèches vont d'abord dans le sens du chemin, ensuite elles vont dans le sens inverse. Donc ici, c'est une situation triviale où on a comme
un écoulement d'eau dans une rivière, et la circulation, peu importe où je me mets dans cette rivière, la circulation du champ de vitesse, dans ce cas-ci, est nulle. D'accord? Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de topologie. Alors, évidemment, vous allez me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour parler de la topologie non triviale? On va justement, d'où le lien avec ce que j'ai fait au tableau, on va créer un tourbillon. D'accord? Alors, quel est le tourbillon le plus simple? Donc, vous vous rappelez un tourbillon, on a une vitesse qui diverge en un point singulier, et puis on a ce champ de vitesse qui tourne autour. Eh bien, au niveau de la fonction d'onde, un vortex très simple serait décrit par une fonction de ce type-là. Ici, je me place proche de l'origine, d'accord? Donc j'ai un plan, ici je fais de la physique à 2 dimensions, j'ai le plan XY, je me place proche de l'origine, et je ne vous dis pas comment j'ai réalisé cette situation, mais je vous dis qu'il existe une situation où la fonction d'onde est décrite par ce nombre complexe, x plus iy. Donc je pourrais écrire ceci en coordonnées polaires, donc qu'est-ce que ceci me dit? Si je me donne un point grand X ici en gras, quelque part dans le plan, eh bien la fonction d'onde qui décrit, par exemple, mon électron, eh bien elle s'annule en 0, pardon, si x est en 0, elle s'annule ici, et cette fonction, elle a une amplitude qui grandit avec la distance entre ce point x et l'origine. Cette distance, je l'appelle r, et la phase de ma fonction d'onde est donnée par l'angle polaire qui est décrit ici. D'accord? Donc ça, c'est la situation que je me donne là. Alors, au niveau de l'amplitude, vous voyez que, donc en effet, lorsque la distance à l'origine est nulle, vous voyez que la fonction d'onde s'annule, et donc ça rappelle ce qui se passe dans un vortex. D'accord? On a, disons, l'amplitude du fluide, si vous voulez, ou l'intensité du fluide qui chute à 0 au point singulier qui est l'origine. Alors, vérifions que la vitesse ressemble au champ. La vitesse d'un tourbillon, ben c'est très simple, étant donné cette fonction d'onde que je peux écrire comme ceci, eh bien je vais calculer ce champ de vitesse, je vous ai dit comment le calculer, c'était h bar sur n, gradient de la phase de la fonction d'onde. Mais ici, la phase de la fonction d'onde, c'est justement cet angle polaire phi, donc je peux directement écrire, dessiner ce champ de vitesse, il est représenté ici, donc c'est très intuitif, c'est de nouveau le même exemple que pour mon marcheur, mon touriste au début du cours. Si je suis très proche de l'origine, l'angle phi va changer très très vite, d'accord? Si je fais un petit tour ici, phi va changer très très vite, donc mon champ de vitesse, le gradient phi, ici va être très très important, et au fur et à mesure que je m'éloigne de l'origine, eh bien le champ de vitesse, ou la vitesse va devenir de plus en plus faible. Et on se convainc assez rapidement du fait de cette symétrie polaire, ou circulaire, qu'en effet le champ de vitesse décrit des cercles, dans ce cas-ci des cercles exacts, autour de l'origine. Et donc, vous voyez qu'on va obtenir une situation triviale, comme dans le cas de l'itinéraire numéro 2. Si je calcule maintenant la circulation de la vitesse autour d'un chemin C qui entoure mon origine, d'accord? Donc ici un chemin C, par exemple celui-là, eh bien c'est la même histoire que là tout à l'heure. Je dois sommer les flèches ici le long du chemin. Ça va clairement me donner un résultat non nul. Et si on prend en compte correctement les facteurs de pi, etc., eh bien on obtient que la circulation du champ de vecteur est donnée par h sur m. Je vous rappelle que h, c'est la constante de Planck, m, ce sera la masse de ma particule, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je le dis maintenant, et dans ce cas-ci, j'aurai une circulation quantifiée avec le nombre 1. Donc, le message que j'essaie de faire passer ici, c'est qu'un vortex, c'est-à-dire, dans le cas de la mécanique quantique, une fonction d'onde qui aura une forme aussi, une forme approchée, parce qu'on a compris que c'était quelque chose de topologique, eh bien ce vortex, c'est ce qu'on va appeler un défaut topologique. Pourquoi défaut? Bien parce que c'est quelque chose d'assez singulier qui se passe au milieu de l'océan, si vous voulez. La même image existe dans le cadre de la mécanique quantique. Et pourquoi topologique? Parce que ce défaut, on ne va pas réussir à le retirer comme ça. Parce qu'il est protégé par la topologie, par ce nombre d'enroulements. J'ai essayé de vous convaincre que ce nombre d'enroulements est quelque chose de très robuste. On peut déformer le chemin C, on peut déformer légèrement le fluide ou cette fonction d'onde. Ce nombre d'enroulements, il va être vraiment extrêmement persistant, il va être très très robuste, il va être protégé par la topologie. Du coup, comment détruire un vortex, comment se débarrasser de ce défaut? Et en fait, la seule façon de le débarrasser, et qui ne coûte pas trop d'énergie, c'est en fait de faire fusionner un vortex qui tourne dans un sens, par exemple celui-ci, avec un autre vortex qui serait situé non là, qui lui tourne dans l'autre sens. Et donc, de la même façon qu'une particule et une antiparticule peuvent s'annihiler, eh bien, un vortex rencontrant un antivortex, ces deux vortex peuvent s'annuler. Donc, c'est un concept important
pour la suite cette idée qu'un défaut topologique est quelque chose qui existe au niveau de la fonction d'onde, qui est extrêmement robuste, et qu'on ne peut détruire que si on fait quelque chose d'assez violent, par exemple réunir un vortex avec un antivortex dans cet exemple-ci. Alors, l'histoire que je vous ai racontée là, elle semble extrêmement abstraite. Je vous ai parlé de fonction d'onde, je vous ai écrit une fonction d'onde dans le plan complexe, je vous ai dit voilà, ça c'est une fonction d'onde qui présente une circulation de vitesse non nulle, quantifiée. Mais pourquoi est-ce que c'est pertinent pour la physique? Alors maintenant, on va faire de la physique, brièvement sur cette slide. Ce que je vais essayer de vous convaincre, c'est qu'en fait, la génération de ces défauts topologiques, cette génération est fondamentale pour décrire un certain nombre de transitions de phase. Donc maintenant, on est en train de parler de phase de la matière. Les transitions de phase habituelles, vous les connaissez, on passe de la phase liquide à la phase gazeuse, à la phase solide, etc., en changeant la température éventuellement. Donc ici, ce que je vais essayer de vous convaincre, c'est qu'il existe des transitions de phase au niveau de la matière qui sont en fait générées par les vortex. Et c'est quelque chose qui a été imaginé, je vais revenir là-dessus dans quelques instants, dans les années 70, et ça a été une révolution. On s'est rendu compte qu'il existait des transitions de phase de la matière qui étaient générées ou associées à la topologie. Donc il y a cette notion de transition de phase topologique qui va littéralement révolutionner, comme je vais essayer de vous l'expliquer aujourd'hui, le monde de la physique. Mais donc l'exemple que je considère ici, et qui est vraiment le premier exemple d'une transition de phase topologique, elle se produit dans un système à deux dimensions. Ça c'est extrêmement important. La dimensionnalité de l'espace est importante. Et elle se produit dans un gaz de boson. Alors si vous n'êtes pas physicien, je vous rappelle que dans la nature, il existe deux types de particules. Il y a des particules fermioniques, comme les électrons, puis il y a des particules bosoniques. Vous avez entendu le boson de Higgs, par exemple des photons, des particules linéaires, sont des bosons, les phonons, sont des quasi-particules de son, sont des bosons. Et si on prend des atomes, eh bien on va constater qu'il existe des atomes qui sont bosoniques et des atomes qui sont fermioniques. Ça va dépendre du nombre d'électrons, de protons, etc. Alors, l'exemple que je considère ici, c'est un gaz de boson. Donc imaginez maintenant des atomes, j'ai un gaz avec des atomes, ces atomes sont bosoniques, c'est important. Je suis à deux dimensions, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la température. D'accord? Donc ça c'est mon gaz de boson, je le mets dans une boîte, ça c'est la température. Alors, malheureusement je ne peux pas rentrer dans tous les détails, donc vous allez devoir accepter un certain nombre de choses. Si je me place à des températures extrêmement grandes, en fait, la température ambiante dans une pièce par exemple, c'est une température relativement grande, disons à l'échelle de la physique quantique, eh bien on va retrouver un gaz classique. C'est-à-dire que le gaz que je vais avoir dans ma boîte, il sera correctement décrit par des équations classiques. D'accord? Donc, vous pouvez garder cette image qu'à très très grande température, je peux en fait décrire mes atomes comme étant des petites billes ponctuelles décrites par les équations de Newton. Ça marche très très bien. Donc, il n'y a pas de physique quantique dans cette limite-là. À l'autre extrême, si je me place proche du zéro absolu, d'accord, donc là je suis à moins 273 degrés, il fait très 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 froid, là dans ce cas-là, je rentre dans le régime quantique. Là, la théorie de Newton, elle se casse complètement la gueule. Les bosons, je vais devoir les décrire en utilisant des fonctions d'onde. Alors, il se passe quelque chose de remarquable, et je ne peux pas passer beaucoup de temps là-dessus. On pourrait facilement passer 10 heures sur ce concept. Ce qui va se passer, c'est que tous ces atomes vont en fait se mettre d'accord pour former une énorme fonction d'onde. D'accord? J'ai dit qu'une particule peut être décrite par une fonction d'onde. A priori, si on a beaucoup de particules, toutes ces particules vont être décrites par des fonctions d'onde, mais ces fonctions d'onde ne vont pas spécialement se mettre d'accord. Typiquement, elles vont être en déphasage les unes par rapport aux autres. C'est justement ce qui va donner le comportement classique, dans la limite de température. Si on est aux très très basses températures, tous ces bosons vont se mettre d'accord. Ils vont tous osciller en phase, si vous voulez le voir comme ça. Et donc, ce système de gaz de boson va être décrit par une fonction d'onde qu'on va appeler une fonction d'onde macroscopique. Donc une fonction d'onde qu'on peut observer presque avec les yeux nus au laboratoire. Presque, il faut quand même un microscope, mais cette fonction d'onde a une corde, donc cette fonction d'onde macroscopique, on peut la voir. Et quand on est dans ce régime-là, tous ces bosons vont se mettre d'accord pour former un type de fluide qu'on appelle un suprafluide. Une sorte de superfluide qui a des propriétés tout à fait nouvelles, totalement différentes des fluides habituels. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe, ou est-ce qu'on peut décrire cette transition de la phase suprafluide au gaz classique? Alors, à trois dimensions,
la transition de phase, je ne vais pas rentrer dans les détails, est assez classique. Mais il existe un théorème qui nous dit qu'à 2 dimensions, en gros, c'est pas possible. Je ne vais pas aller dans les détails, mais la dimensionnalité est très très importante. Il y a un théorème qui nous dit transition de phase, là, c'est pas possible. Et puis arrivent quelques personnages, Berezinski, et indépendamment de Berezinski, Kosterlitz et Fowles, donc en 1972-1973. Et ces gars-là, ils nous disent en fait, il va y avoir une transition de phase. Le truc, c'est que vous n'avez pas regardé le bon paramètre d'ordre qui va décrire cette transition de phase. Ce que vous auriez dû regarder, c'est la génération de défauts topologiques dans le système. En fait, ce qu'ils démontrent, ce sont des théoriciens, c'est que si je pars ici de cette température très basse, et que j'augmente progressivement la température, je vais commencer à exciter ce suprafluide. Et les excitations de basse énergie, elles vont correspondre en fait à la création d'états liés de vortex-antivortex. Vous imaginez, je mets juste un petit peu de température, et ces états liés de vortex-antivortex, c'est un petit peu comme des créations spontanées de particules-antiparticules dans l'atmosphère. A priori, ça ne change pas la physique. Il faut vraiment aller avec une loupe pour voir, mais sinon, ça ne change pas la physique. Donc, ces états liés de vortex-antivortex, ils apparaissent, ils disparaissent. Ils forment des états liés. Et au fur et à mesure qu'on augmente la température, en fait, ces états liés vont devenir de moins en moins liés. Et au-delà d'une température critique, qu'on appelle la température BKT, eh bien, on va tout à fait perdre ces états liés, et du coup, ça veut dire que les vortex vont se libérer. Et en fait, il va y en avoir de plus en plus, il fait de plus en plus chaud. Et en fait, c'est la génération de ces vortex qui va littéralement détruire la cohérence de notre suprafluide. Donc, ces vortex vont détruire cette fonction d'onde macroscopique. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller vers le gaz classique, où en fait, on n'a plus aucune cohérence, on n'a plus de suprafluide. Alors, ce résultat est extrêmement important, parce que vous voyez que la topologie, les défauts topologiques, jouent vraiment le rôle central dans cette transition de BKT. Et Kosterlitz et Fowles recevront le prix Nobel en 2016 pour cette découverte. Alors on reparlera de Fowles un peu plus tard aujourd'hui. Il recevra ce même prix Nobel pour une autre découverte très importante que nous discuterons dans un instant. Mais Kosterlitz et Fowles recevront une partie de ce prix pour la découverte pour la prédiction théorique de ce phénomène. Alors, cette transition BKT, elle a d'abord été observée expérimentalement dans l'hélium par Bishop et Rippey en 1978, donc quelques années après la prédiction théorique. Dans ces expériences-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mesuraient essentiellement la composante suprafluide, et puis vous voyez qu'en effet, à 2 dimensions, il y avait une transition qui était possible. Donc c'était une première observation expérimentale. Plus récemment, en 2006, dans le groupe de Jean Dalibard au Collège de France, en fait, ils ont vraiment obtenu la première réalisation et observation expérimentale avec des atomes ultra froids. Et en manipulant ces atomes ultra froids, en fait, ils ont vraiment eu accès à une visualisation directe de vortex. Donc, non seulement ils ont pu montrer que la densité suprafluide chutait au-delà d'une certaine température, mais ils ont pu montrer la prolifération de ces vortex à travers cette transition. Donc c'est un résultat tout à fait magnifique. Alors j'en viens maintenant à titre d'exposé. Vous en faites pas, c'était une très longue introduction, mais j'ai fait exprès de vous introduire tous ces concepts pour que vous puissiez apprécier amplement la suite de cet exposé. Donc, on ne va pas parler de BKT, on ne va pas parler de suprafluide, même si ce sont des sujets qui nous fascinent. Ici, on va suivre une histoire que je trouve très jolie et qui va quelque part partir de ce concept de monopôle magnétique introduit par Dirac en 1931 et qui est vraiment une idée très abstraite qui va vraiment au cœur des structures, des fonctions complexes en mécanique quantique, mais qui progressivement, en fait, cette idée-là, mènera vers des états de la matière très particuliers, que sont les états topologiques. Alors, il y a le mot topologique, on le verra, ces états topologiques de la matière ne sont pas directement liés à la transition de phase topologique BKT que je viens de décrire, mais il y aura des similitudes. Alors, pour parler de monopôle magnétique, je dois introduire certaines notions d'électromagnétisme de base. C'est obligatoire. Donc là, on repart au XIXe siècle. Alors, au XIXe siècle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les équations de Maxwell pour les champs électriques et magnétiques. Donc, je vais appeler E le champ électrique, c'est un vecteur.
un champ de vecteur, et B, le champ magnétique, qui est aussi un champ de vecteur. Alors, à première vue, quand vous regardez ces équations, et même si vous ne comprenez pas les symboles, vous voyez qu'elles sont presque symétriques. On a l'impression que E et B jouent quasiment le même rôle. Alors, à ce stade, si vous ne comprenez pas les symboles, vous ne savez absolument pas ce que ça veut dire. Alors, je vais essayer de vous guider un petit peu. La première équation ici nous dit qu'une densité de charge ρ, d'accord, ρ, ça va être une densité de charge, vous pouvez imaginer une particule ponctuelle comme un électron, si vous voulez. Si je me donne une densité de charge, eh bien, il va exister un champ électrique autour de cette densité de charge. Et le champ électrique sera décrit par cette équation. Cette équation-ci me dit que, oublions ce terme-là un instant, me dit que si j'ai une densité de courant, J, ça va être une densité de courant, ce ne sera pas important pour aujourd'hui, eh bien je peux générer un champ magnétique qui va être décrit par cette équation. Alors vous voyez qu'il y a un deuxième terme qui nous dit que s'il existe un champ électrique dépendant du temps quelque part dans l'espace, eh bien la variation par rapport au temps de ce champ électrique, ça va aussi nous donner un champ magnétique. Cette équation nous dit que si on a un champ magnétique dépendant du temps quelque part dans l'espace, eh bien ce champ magnétique dépendant du temps va générer un champ électrique. Et l'équation qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être celle-là, qui nous dit qu'en fait il n'y a pas l'équivalent d'une densité de charge magnétique. Alors je vais l'illustrer ici, pour que vous puissiez apprécier cette différence majeure entre champ électrique et champ magnétique dans la nature. Là, c'est pas abstrait. Ça, ce sont des équations qui ont été écrites suite à toute une série d'expériences. Le champ électrique, donc si je regarde cette équation-ci, se comporte comme ceci. Si j'ai une densité de charge, de nouveau imaginez un électron situé ici, eh bien on voit que toutes les petites flèches rouges, là, ça décrit les vecteurs du champ électrique. On voit qu'on a des lignes de champ qui partent de ce point central et qui partent à l'infini. D'accord ? Ça, c'est une solution de cette équation-là pour une charge ponctuelle. Et donc, cette image-là est tout à fait compatible avec une charge élémentaire. Si j'ai un électron quelque part, là, isolé quelque part dans l'espace, il va y avoir un champ, c'est un champ radial, qui irradie de cette particule, qui sera décrit par ceci. Pour un champ magnétique, les choses sont très différentes. Je vous l'ai dit, il faut notamment un courant électrique pour générer un champ magnétique. Donc voici une situation où j'ai généré un champ magnétique. Et vous voyez que la direction, enfin le comportement des lignes de champ, donc ce que j'ai montré en noir ici, ce sont les lignes de champ magnétiques. Vous voyez qu'elles ne partent pas à l'infini comme ici. En fait, elles forment des boucles. Et elles forment nécessairement des boucles. En fait, on peut montrer que les lignes de champ magnétique partent toujours de ce qu'on appelle un pôle nord pour arriver vers le pôle sud. Et c'est ce que vous connaissez tous. La Terre possède un pôle nord, possède un pôle sud, et les lignes de champ magnétique suivent en gros ce comportement-là. Et c'est d'ailleurs grâce à ces lignes de champ qu'on peut utiliser une boussole et savoir où se trouve le nord. Mais ce que nous voyons ici, c'est qu'en fait, on n'aura jamais d'équivalent d'une charge isolée à partir de laquelle irradient toutes ces lignes de champ, dans le cas d'un champ magnétique. On ne peut pas isoler un pôle nord. Il y aura toujours un pôle sud. Si j'essaie de casser un aimant, par exemple, qui a un pôle nord et un pôle sud, je vais toujours générer un nouveau pôle nord, un nouveau pôle sud. Et donc ceci, en particulier cette équation-là, elle nous dit qu'il n'y a pas de monopôle magnétique, il n'y a pas de charge élémentaire magnétique dans la nature. On n'a jamais vu quelque chose comme ceci dans la nature. D'accord ? Quelque chose qui serait une charge ponctuelle, isolée, magnétique. Ça, ce sont les équations de Maxwell, et on y croit. On va revenir au problème du monopôle magnétique dans un instant. Je vais juste introduire disons, la physique d'une particule chargée dans un champ électromagnétique, parce que ce sera aussi intéressant dans la suite. Donc ici, j'ai introduit la notion de force de Lorentz, qui est aussi un élément important de l'électromagnétisme au XIXe siècle. Donc, que nous dit la force de Lorentz? Elle nous dit que si j'ai une particule chargée, donc maintenant j'ai une charge, que je place dans un champ électrique, donc j'ai des lignes de champ électrique, et je place une charge de charge Q ici, dans ce plan, eh bien, ce que la force de Lorentz me dit, elle me dit que cette charge va être accélérée selon la direction du champ électrique. D'accord? C'est ce que cette équation me dit. Si j'ai une charge qui est positive, elle va être accélérée dans la direction du champ. Si j'ai une charge négative, elle va aller à contre-courant. Si maintenant je soumets cette même charge à un champ magnétique plutôt qu'un champ électrique, soyez attentifs, c'est différent, eh bien dans ce cas-là, la force de Lorentz prend une forme différente. Vous voyez que maintenant cette force va aller comme le produit, c'est un produit vectoriel, mais c'est le produit de la vitesse de la particule fois le champ magnétique.
Donc maintenant, il y a la vitesse de la particule qui va être importante au niveau de la force. Qu'est-ce que ceci va générer au niveau des équations de mouvement, au niveau des trajectoires? Ça ne va plus générer des trajectoires rectilignes comme ici, ça va en fait générer ce qu'on appelle un mouvement cyclotron. Donc si je place, c'est pas toujours intuitif, mais si je place une particule dans un champ magnétique, ici je prends un champ magnétique perpendiculaire au plan, en fait mon électron, il va former des cercles. D'accord, ce qu'on appelle une orbite cyclotron. Et ensuite, si je combine un champ électrique et un champ magnétique, eh bien ma particule, elle va effectuer une trajectoire qui ressemble à ceci. Alors c'est assez rigolo, on reconnaît quelque chose d'un petit peu circulaire, c'est lié au champ magnétique. On reconnaît une dérive qui semble être liée à l'existence du champ électrique, parce que s'il n'y avait pas de champ électrique, on ferait des cercles. Mais regardez ce qui est étonnant, la dérive, elle est en fait perpendiculaire au champ électrique. D'accord? Quand il n'y a qu'un champ électrique, la dérive se fait dans le sens du champ, mais du fait de la présence d'un champ magnétique, en fait, notre particule va aller perpendiculairement au champ électrique. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'effet Hall. C'est un effet introduit par Hall en 1879. Donc on est toujours au 19e siècle. Cet effet Hall, on va y revenir un petit peu plus tard. Essayer de garder ça en tête. Alors, je vais devoir introduire un élément qui est peut-être un peu abstrait, un petit peu mathématique, mais qui va être totalement crucial dans toute la suite de l'exposé. Ce sont ces notions de potentiel électromagnétique. Bon, on est toujours au 19e siècle. J'introduis maintenant deux champs que j'appelle le potentiel vecteur A. Si vous voulez, retenez ces noms. Donc c'est un champ, donc il dépend de la position, il dépend du temps. Je l'appelle A, c'est le potentiel vectoriel. Et ici, je vais introduire le potentiel scalaire qui ne va pas jouer de rôle dans la suite. Donc oui, vous pouvez l'oublier. Et pourquoi ils sont intéressants, ces champs? Eh bien parce que si je me base sur les équations de Maxwell, eh bien je vois que je peux toujours écrire B, le champ magnétique, qui est le champ physique, celui que je mesure au laboratoire, comme alors, le rotationnel, c'est au niveau, il y a une sorte de variation de A, donc c'est donné par le rotationnel de A, ce potentiel vecteur que j'introduis là. Et de la même façon, le champ électrique, je peux le réécrire en termes du potentiel scalaire et du potentiel vecteur. Donc, dites-vous que ça, c'est simplement une conséquence mathématique des équations de Maxwell. Si, je reviens juste pour que ce soit clair, si les champs électriques et magnétiques sont correctement décrits par ces équations, alors je peux mathématiquement introduire deux nouveaux champs, A et V, tels que le champ magnétique est donné par ce rotationnel de A, et le champ électrique est donné par cette expression liée à V et A. Donc les potentiels électromagnétiques, ils ne sont pas directement observables. Les champs qui sont observables, c'est B et E. Donc j'insiste là-dessus, on introduit des champs A et V qui sont des constructions mathématiques, si vous voulez. Et une façon de s'en convaincre, c'est de nouveau une conséquence des équations de Maxwell, c'est qu'en fait la physique est tout à fait invariante sous ce qu'on appelle des transformations de jauge. Les transformations de jauge, ici j'ai écrit une transformation de jauge pour le potentiel vecteur A, ce sont des transformations qui changent A en un nouveau A, que j'appelle A', qui est donné par mon A initial, mon potentiel vecteur initial, plus le gradient d'une fonction, et cette fonction peut être tout à fait arbitraire. Donc vous voyez que A n'a rien de physique, vu que je peux changer A en A' via une fonction tout à fait arbitraire, ici, donc via le gradient de cette fonction. Ces transformations ne changent absolument pas la physique. Donc A n'est pas observable. Les champs qui sont observables, ce sont les champs électriques E et les champs magnétiques B. D'accord? Ce sont les champs responsables de l'effet Hall. Mais néanmoins, il est vraiment judicieux d'introduire ces champs, en particulier le potentiel vecteur A, comme on le verra dans la suite. En particulier, si je me place maintenant dans le cadre de la physique quantique, donc là on est en train de quitter le 19e siècle, eh bien on va voir qu'on peut écrire les équations du mouvement pour la fonction d'onde en termes de ces potentiels vecteurs et scalaires. Donc ici, quel est le problème que je regarde? Je regarde le problème d'une particule. Maintenant, je suis dans le cadre de la physique quantique, donc oubliez la vision ponctuelle d'une charge, mais imaginez maintenant une fonction d'onde qui décrit un électron, par exemple, une particule chargée, dans un champ électrique et un champ magnétique. Donc on est dans le cadre de la physique quantique, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire les équations du mouvement, c'est l'équation de Schrödinger. Rappelez-vous, l'équation de Schrödinger me décrit la variation temporelle de la fonction d'onde. Et il y avait cet opérateur hamiltonien ici qui agissait sur cette fonction d'onde, et vous avez dit, l'opérateur hamiltonien, il décrit l'énergie dans le système, et donc il contient toute une série de termes qui contribuent à l'énergie. C'est un opérateur qui, dans ce cas-ci,
va faire intervenir explicitement A et B. Donc, il faut bien garder à l'esprit que A et B ne sont pas physiques, mais lorsque je résous les équations du mouvement écrites comme ceci, je vais correctement décrire la physique d'une particule chargée, dans le cadre de la mécanique quantique, en présence d'un champ E et d'un champ B. Et je vous rappelle que ce sont les champs physiques, les champs E et B. Alors, il y a une question naturelle qu'on peut se poser, qui est comment est-ce qu'un potentiel vecteur modifie la fonction d'onde? En fait, c'est une question que les gens se sont posées assez rapidement. Je pense que c'est Dirac, dans les années 30, qui a correctement saisi, disons, cette physique. Et ici, je schématise ce qui se passe. Enfin, je schématise pas du tout, c'est en fait le résultat mathématique. Donc ici, je vais vous montrer, donc ça paraît très abstrait, vous allez voir dans la suite que c'est extrêmement important, donc essayez de rester attentif. Donc ici, je me pose simplement la question suivante. Étant donné une fonction d'onde qui est solution de l'équation de Schrödinger, je me demande comment cette fonction d'onde va être modifiée par la présence de ce potentiel vecteur A. Donc par exemple, imaginez une situation où je n'ai pas de champ, donc potentiel vecteur, je peux le prendre égal à 0, d'accord? Je regarde particule chargée, il n'y a pas de champ. Imaginons que je sois capable de calculer une fonction d'onde en un certain point x, donc ça c'est la fonction d'onde, je mets un petit 0 pour dire que c'est la fonction d'onde en l'absence de champ. Et bien ce qu'on peut montrer, et c'est vraiment très simple, il suffit de prendre l'équation de Schrödinger, faire 2-3 manipulations, c'est vraiment pas un calcul très compliqué, on peut montrer que dès qu'on active le potentiel vecteur dans cette équation-là, au niveau de l'équation de Schrödinger, et bien cette fonction d'onde que j'avais calculée en l'absence de champ, c'est simplement la même fonction d'onde, mais multipliée par un facteur de phase. Donc ce E exposant I, une certaine phase, ça joue un petit peu le rôle du θ qu'on avait vu avant, mais cette phase-ci, elle n'est pas arbitraire, elle est donnée par l'intégrale, la circulation de l'origine jusqu'au point X que je regarde, du potentiel électromagnétique, du potentiel vecteur A. Ça, c'est un résultat mathématique, je vous dis, ça découle directement de l'équation de Schrödinger. Alors, on peut se demander quel est le sens physique de cette phase. Vous vous souvenez, on a discuté des phases, on s'est dit que la phase elle-même n'a pas de sens physique, il faut regarder des différences de phase, c'est ça qui est observable au laboratoire. Et en fait, ceci, ça a longtemps perturbé les physiciens. Ils se sont longtemps demandé, mais est-ce que cette phase a un sens physique? C'est un petit exercice facile de mécanique quantique, on peut obtenir cette phase, mais est-ce que cette phase est physique? Et rappelez-vous que A priori, le champ A, n'a pas de sens physique. J'essaie de vous convaincre que A, je peux le changer via ce qu'on appelle une transformation de jauge. Alors, est-ce qu'il y a un sens physique à donner? Et ceux qui ont vraiment compris le sens physique qui se cache derrière cette phase, ce sont Aronoff et Bohm en 1959. Et ils ont fait vraiment une découverte extraordinaire, c'est une prédiction théorique. Donc ils ont imaginé une expérience, ils n'ont pas réalisé l'expérience. Ils ont fait un petit calcul dans cette situation qui est représentée ici. Alors, imaginez un plan, d'accord? Donc j'ai une particule qui vit dans le plan, ici je la représente par un petit point ponctuel, et puis dans le plan, et dans ce plan il n'y a pas de champ magnétique. D'accord? Donc oubliez ce que je dessinais là, il n'y a pas de champ magnétique dans ce plan. Donc ma petite particule ici, elle va suivre une trajectoire toute gentille, elle ne va pas faire d'orbite cyclotron, elle ne sort pas de champ magnétique. Mais dans ce plan, je vais mettre un solénoïde. Un solénoïde, c'est quelque chose qui va générer très localement dans l'espace un champ magnétique. Alors ici, je vais parler de flux magnétique. Le flux magnétique, c'est le champ magnétique fois la surface ici, la surface du solénoïde. Donc on va mettre un champ magnétique très 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 isolé. D'accord? Donc je rappelle, c'est très important, si mon électron est ici, il sent pas le champ magnétique, s'il entre dans cette région-là, il sent un champ magnétique. Seulement, on va mettre des barrières. L'électron ne peut pas rentrer dans cette région-là. D'accord? Donc l'électron qui est ici ne va jamais ressentir la présence de ce champ magnétique. Donc si je résous les équations du mouvement classique, eh bien, vous pouvez me croire, je peux vous montrer que les trajectoires de ces particules vont être les trajectoires d'une particule en l'absence de champ magnétique. Maintenant, dans le monde quantique, les choses sont très différentes. Évidemment, il y a cet aspect délocalisé de la fonction d'onde, donc en fait, un électron n'est plus un objet ponctuel, un électron est quelque chose qui est délocalisé. Et l'expérience de pensée d'Aronoff-Bohm est la suivante. Ils vont dire, eh bien, supposons qu'on ait ici, à gauche du solénoïde, une source de particules, une source qui envoie des électrons. Et ce qui est rigolo, c'est que cette expérience, elle marche même avec un seul électron. Mais imaginons qu'on ait une source d'électrons. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer un détecteur qui va détecter les électrons de l'autre côté du solénoïde. D'accord? Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va détecter ici? D'accord? Ça, c'est la question qui se pose. Et alors,
En fait, c'est extrêmement simple. Une fois qu'on a compris ce que je vous ai expliqué à la slide précédente, à savoir que lorsque j'active un potentiel vecteur, la fonction d'onde en un point donné est simplement multipliée par cette phase, eh bien, si vous avez compris ça, vous avez compris l'effet Aharonov-Bohm, parce que vous voyez ce qui se passe. Je peux considérer deux chemins. Un électron, ou ma fonction d'onde, si vous voulez, je peux la calculer en ce point-là. Je sais qu'en absence de champ, c'est-à-dire si je n'ai pas ce débit, je n'ai rien du tout, en absence de champ, imaginons que je connaisse ma fonction d'onde en ce point. Je l'appelle psi0x. Imaginons que j'ai calculé cette fonction d'onde. Maintenant, j'active mon champ. Et je vous ai dit que lorsque j'active le champ, la fonction d'onde, elle est multipliée par une phase qui fait intervenir la circulation du potentiel vecteur. Alors maintenant, je dois choisir mon chemin, parce que j'ai un espace qui possède un trou. Donc, j'ai en fait deux possibilités. Soit je dis que la phase qui multiplie ma fonction d'onde, une fois que j'ai activé le champ, est donnée par la circulation du potentiel vecteur en passant par au-dessus, soit la fonction d'onde est multipliée par un facteur de phase qui fait intervenir la circulation du potentiel vecteur en passant par en dessous. Alors on a un système qui n'est pas simplement connexe, on peut montrer que le potentiel vecteur dans la région 1 et dans la région 2 sont potentiellement différents, petits loin différents. Mais ce résultat-ci découle directement de ce qu'on a vu avant. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe. Vous vous souvenez, ce qu'on essaie de faire, on essaie de détecter des électrons en ce point-là. Donc il y a ce phénomène d'interférence qui va intervenir, c'est un petit peu comme l'histoire que je vous ai racontée il y a quelques instants. Donc j'ai en fait une onde qui arrive par au-dessus, c'est une façon de voir, une onde qui arrive par en dessous, et ces ondes, bon, on ne sait pas si elles vont interférer positivement, destructivement. Si elles interfèrent constructivement, je vais voir un électron ici. Si elles interfèrent destructivement, ben, je ne verrai pas d'électron là. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on doit simplement calculer cette différence de phase, d'accord, la phase associée à cette onde-là et la phase associée à cette onde-là, parce que c'est une façon de voir. Cette différence de phase, je vais l'appeler θ AB pour Aharonov-Bohm. Et donc, en regardant ces équations, vous voyez tout de suite quelle est cette différence de phase. Si je viens par en haut, j'ai cette phase-ci, enfin, ceci. Si je viens par en bas, j'ai cette phase-là. Donc, je dois simplement regarder la différence de la circulation du potentiel vecteur selon le chemin 1 et la circulation du potentiel vecteur selon le chemin 2. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe. Enfin, si vous connaissez un petit peu la circulation des vecteurs, la différence, en fait, de ces deux circulations, ça revient simplement à calculer le potentiel vecteur le long de la boucle fermée que je suis en train de dessiner ici. D'accord? Donc, la circulation selon 1 moins la circulation selon 2, ça revient à calculer le potentiel vecteur le long de cette courbe fermée. Maintenant, il y a un théorème en mathématiques qui est extrêmement important, qui est ce qu'on appelle le théorème de Stokes, qui nous dit que la circulation d'un vecteur le long d'une boucle fermée, eh bien, c'est donné par l'intégrale de B, qui est telle que, j'aurais dû l'écrire ici au-dessus, je réalise maintenant, qui est telle que B est égal rotationnel de A, c'est évidemment l'aspect essentiel, l'intégrale de B fois la surface délimitée par cette boucle. D'accord? Donc restez attentifs, ce que je suis en train de dire, c'est que la phase, ici, la différence de phase, qui va être le phénomène d'interférence qu'il y a en ce point-là, il va être dicté par l'intégrale du champ magnétique qui existe dans toute cette région délimitée par cette boucle. Eh bien, on connaît ce flux magnétique. Ce flux magnétique, dans l'expérience que je suis en train de vous décrire, c'est le flux qui se trouve dans cette région-là. En effet, ce flux, c'est bien l'intégrale du champ magnétique dans cette région-ci qui contient le champ magnétique. La contribution au flux de cette région-là est nulle. Et donc, vous voyez quelque chose de remarquable, qui est que les électrons, donc, rappelez-vous, qui quittent la source et qu'on détecte ici, ces électrons qui voyagent dans une région dans laquelle il n'y a jamais de champ magnétique, d'accord? Rappelez-vous l'exemple classique, cet électron n'a jamais voir la présence du champ magnétique. Dans le cas de la mécanique quantique, eh bien, ces électrons qui circulent dans une région sans champ magnétique vont malgré tout détecter la présence du flux magnétique qui est localisé. Donc c'est vraiment un phénomène d'interférence, c'est un phénomène ondulatoire lié au caractère ondulatoire des particules quantiques. Alors ça a perturbé les gens quand cet article est sorti, donc vous voyez les dates, 1959 pour la prédiction théorique. Un an après, Chambers réalise cette expérience dans son laboratoire et démontre l'effet Aharonov-Bohm. Alors il y aura pas mal de débats, et donc il faudra attendre une petite vingtaine d'années, l'expérience de Tonomura et ses collaborateurs, pour avoir vraiment une preuve extrêmement robuste de l'existence de cet effet Aharonov-Bohm. Et en fait, comme je l'indique ici, il y a continuellement des expériences en fait, qui visent à mettre en évidence ce phénomène dans des contextes très variés.
Alors, j'introduis maintenant le monopôle. Donc, laissons de côté l'effet Arnaud-Bohm, on va revenir là-dessus dans un instant. Qu'est-ce que c'est que le monopôle magnétique de Dirac? Donc, en 1931, Dirac nous dit, bah, en fait, j'ai envie de modifier cette équation-là et j'ai envie d'en étudier les conséquences. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais oublier ce qui est mesuré au laboratoire et je vais supposer qu'il existe quelque part dans l'univers, bon, on ne l'a pas vu jusque-là, mais peut-être qu'il existe quelque part dans l'univers une charge magnétique, donc qui était que divergence de B est égale cette charge magnétique. Alors je vais l'écrire explicitement comme ceci, retenez simplement que G, ça va être la charge de cette densité magnétique. D'accord? Ceci dit simplement que cette charge est ponctuelle et il y a un facteur calcul pour faire joli. Donc Dirac se dit qu'il existe cette charge magnétique quelque part dans l'univers, et donc il existe des lignes de champ magnétiques, cette fois-ci c'est important, qui émanent de cette charge ponctuelle. D'accord? Donc à ce stade-là, c'est un exercice mathématique, même si on peut argumenter qu'il y a des conséquences physiques à ce qu'il a expliqué. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et donc, une question naturelle qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a le droit d'introduire un potentiel vecteur dans cette situation-ci? Le potentiel vecteur, il a justement été introduit parce qu'on a observé que la divergence de B était égale à 0. Est-ce que j'ai le droit d'introduire un potentiel vecteur? On voit tout de suite que les choses sont très compliquées ou qu'elles ne fonctionnent pas. Parce que si je calcule le flux magnétique qui traverse n'importe quelle surface qui entoure la charge magnétique de Dirac, ce que je représente ici, eh bien, si j'utilise le théorème de Gauss standard, je devrais retenir que le flux total qui traverse cette sphère qui entoure la charge est donné par 4 pi G, où G est la charge magnétique de Dirac, donc ce monopôle de Dirac. Mais si je dis que B est donné par le rotationnel de A, rappelez-vous, c'est la définition du potentiel vecteur, et que j'utilise ce qu'on appelle le théorème de la divergence, eh bien on obtient qu'on a une intégrale sur le volume de cette sphère qui entoure le monopôle, une quantité qui est la divergence du rotationnel de A. Si vous avez fait un peu d'analyse vectorielle, vous savez que cette quantité vaut strictement 0. Donc là, il y a un problème, parce que le flux magnétique total qui traverse cette sphère, ici qui entoure le monopôle, vaut 4 pi G, mais lorsqu'on introduit A, on voit qu'on obtient 0. Donc il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Alors quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une singularité quelque part. Il y a quelque chose qui est mal défini. Alors on pourrait imaginer qu'en fait tout se casse la gueule et qu'on ne peut absolument pas introduire de potentiel vecteur, et en fait c'est pas tout à fait vrai, et justement les structures qui vont apparaître maintenant sont des structures essentielles et magnifiques. Donc ici j'ai simplement réécrit ce que j'ai fait c'est-à-dire que le flux magnétique total autour de cette charge magnétique vaut 4 pi G. On avait obtenu qu'en introduisant A, ceci donnait 0. Et donc ce qu'on réalise tout de suite, c'est que le potentiel vecteur doit nécessairement présenter une singularité. C'est-à-dire qu'il faut que ce théorème de la divergence se casse la gueule quelque part. Et si on fait le calcul, on réalise assez simplement que cette singularité, elle prend la forme de ce qu'on appelle une corde de Dirac. Alors qu'est-ce que c'est une corde de Dirac? C'est une ligne dans l'espace. D'accord? Donc imaginez ici j'ai mon monopôle magnétique, là quelque part, comme ça. Donc j'ai mon voilà, ça c'est mon monopôle magnétique. Ce que je vous dis, c'est que je vais introduire un potentiel vecteur A pour décrire mon champ électromagnétique. Et ce que je vous dis, c'est que ce potentiel vecteur A, en fait, il se comporte tout à fait bien partout dans l'espace, sauf le long d'une ligne. Clac. D'accord? Ça, c'est la corde de Dirac. Là, le long de cette corde-là, le potentiel vecteur A n'est pas bien défini. D'accord? Il est singulier. C'est une région de l'espace où le potentiel vecteur n'est pas défini. Alors, je vous ai dit plusieurs fois que le potentiel vecteur A n'était pas physique. Dans la corde de Dirac, elle n'est pas physique non plus. Vous ne mesurerez jamais une corde de Dirac. Et en particulier, cette corde de Dirac que j'ai dessinée ici et que je représente comme ceci ici, via une transformation de jauge, la transformation qui change justement le potentiel vecteur, une transformation de jauge peut déplacer cette corde. Alors la corde, elle passe toujours par le monopôle, mais sinon elle peut en gros prendre n'importe quelle orientation. Donc on ne mesurera jamais cette corde, parce que, comme je vous dis, par une transformation de jauge qui ne change pas la physique, je peux déplacer cette corde. Mais si vous essayez d'introduire un potentiel vecteur dans le cadre d'un monopôle, il y aura toujours une corde. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une ligne singulière où le potentiel vecteur n'est pas défini. Et je vous rappelle que le champ qui est mesurable, qui existe dans la nature, c'est bien le champ magnétique. D'accord? Donc on n'est pas en train de modifier la physique.
Alors, il y a un petit exercice qui est assez chouette, qui est en fait plus qu'un exercice. C'est une formulation du problème de monopole introduite par vous et Yang en 1975, et je vais revenir là-dessus dans un instant. Yang est un des physiciens les plus brillants disons, du siècle passé, et il est encore vivant de nos jours. Il a 102 ans, je le savais pas, j'ai découvert ça sur Wikipédia. Mais mettons Yang sur le côté, il va revenir un peu plus tard. Ce que Wu et Yang nous proposent en 1975, c'est de faire le calcul suivant. Donc rappelez-vous, on fait toujours la même chose, on essaie d'évaluer le flux magnétique qui émane, enfin qui traverse une sphère qui entoure le monopôle. Ça, c'est ce qu'on essaie de calculer. Je vous ai dit qu'on a essayé d'introduire le potentiel vecteur. Le potentiel vecteur, il y a une singularité. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, en fait, notre sphère en deux. La sphère qu'on utilise pour mesurer le flux. D'accord? On va la couper en deux. On va définir un potentiel vecteur que je vais appeler A1 dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire une région où la corde de Dirac ne se trouve pas pour ce choix de potentiel vecteur. Et puis, dans l'hémisphère sud, je vais jouer avec un autre potentiel vecteur. De nouveau, j'ai la liberté de le faire parce que je ne peux toujours pas des transformations de jauge et bouger ma corde de Dirac. Et donc, dans l'hémisphère sud, je vais choisir un potentiel vecteur qui est tel que la corde de Dirac pointe vers le haut. D'accord? Donc, dans l'hémisphère nord, le potentiel vecteur est bien défini. Dans l'hémisphère sud, ce potentiel vecteur-là est bien défini. Et donc, maintenant, je peux recalculer mon flux en utilisant ce jeu, cette paire, si vous voulez, de potentiels vecteurs. Et le calcul est extrêmement simple. On obtient que ce flux magnétique qu'on essayait de calculer avec le potentiel vecteur, je vais l'écrire comme la contribution dans l'hémisphère nord du potentiel vecteur A1. Je vous rappelle que le champ magnétique associé, c'est le rotationnel de A1. Puis je vais calculer la contribution liée à l'hémisphère sud. Donc j'ai le rotationnel du potentiel vecteur défini dans l'hémisphère sud. Et lorsqu'on fait ce calcul, on retrouve le résultat qu'on devait obtenir, qui est le résultat du théorème de Gauss, qui est 4pi fois g, c'est-à-dire la charge magnétique qui se trouve à l'intérieur de la sphère, à travers laquelle j'ai calculé mon flux. Alors, je ne fais pas le calcul dans le détail, il n'est vraiment pas très compliqué, mais il y a un point extrêmement important, qui est de réaliser que A1 et A2 sont reliés. Et ils sont reliés d'une façon vraiment non triviale. Alors, je l'ai déjà dit, ils sont évidemment reliés par une transformation de jauge, puisque ces deux potentiels vecteurs donnent lieu au même champ magnétique. D'accord? C'est évidemment une transformation de jauge. Et ici, en particulier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que cette transformation de jauge est bien définie au niveau de l'équateur, qui est la zone de collage, si vous voulez. D'accord? J'ai l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, et donc je vais essayer de recoller les bouts le long de l'équateur. D'accord? Donc j'ai cette transformation de jauge qui relie A1 et A2 au niveau de l'équateur. Alors je vous ai dit qu'une transformation de jauge, ça me dit quoi? Ça me dit que A1 est changé en A2, plus le gradient d'une certaine fonction, et je vous ai dit cette fonction peut être arbitraire. Oui, c'est vrai pour une transformation de jauge générale. Mais dans ce cas-ci, si vous faites le calcul, et je vais vous dire dans un instant en quoi consiste ce calcul, vous allez voir que cette fonction n'est absolument pas arbitraire. Ce que vous allez voir, c'est que la charge magnétique du monopôle, rappelez-vous, c'est G. G va en fait fixer la manière dont cette fonction qui va s'enrouler autour de l'équateur. D'accord? Donc ici, vous voyez apparaître un nombre d'enroulements qui va regarder comment qui, c'est très abstrait, on ne sait pas ce que c'est qui, mais c'est une certaine fonction qui relie nos deux potentiels vecteurs, qui nous dit comment cette fonction qui va tourner lorsqu'on effectue un tour autour de l'équateur. Donc c'est de nouveau exactement la même histoire que notre touriste. Ici, plutôt que de tourner autour du Manhattan Peace, on va tourner autour de l'équateur. Et plutôt que de regarder l'angle θ ici, qui était l'orientation des flèches, eh bien, je vais regarder comment évolue cette quantité qui. Alors, d'où vient ce calcul? Comment est-ce qu'on obtient cette condition? En fait, si vous êtes un peu attentif, vous aurez probablement observé que je ne parle que du monopôle et du champ magnétique. En fait, ce que va faire Dirac, c'est qu'il va dire, mais il va regarder le problème d'une particule chargée dans le champ magnétique généré par un monopôle, et il va étudier la fonction d'onde de cette particule chargée. Et en fait, il va utiliser un postulat de la mécanique quantique, qui est de dire que la fonction d'onde, qu'il écrit donc cette particule qui vit dans ce champ, est correctement définie en tous les points de l'espace, et que cette fonction ne peut avoir qu'une seule valeur en chacun des points de l'espace. Je ne connais pas l'expression en français, en anglais, on dit que la fonction est single value. La fonction ne prend qu'une seule valeur. Et donc, c'est ce postulat de la mécanique quantique qui va en fait fixer cette relation-là
Donc c'est là que la physique quantique intervient. D'accord? Donc ce que vous voyez, c'est que le monopôle, l'existence de ce monopôle, va vraiment induire une propriété de quantification au niveau de ces fonctions qui relient les potentiels vecteurs dans ce problème. Donc c'est extrêmement abstrait, hein, c'est très difficile à suivre, mais vous devez sentir quelque chose qui est que cette charge magnétique, elle est en train d'induire un défaut topologique. D'accord? J'ai essayé d'insister plusieurs fois sur le fait que ce nombre d'enroulements était un nombre topologique. Et bien voilà, ce nombre d'enroulements qui existe au niveau de la structure électromagnétique de ce problème, eh bien ce nombre d'enroulements, ce nombre topologique, il est fixé par la charge du monopôle. Donc, et en particulier, une autre conséquence, c'est comme on sait que ceci est un nombre d'enroulements, il est donc quantifié. Et donc ce qu'on obtient en faisant ce calcul, c'est que la charge du monopôle est nécessairement quantifiée. C'est un invariant topologique donné par un nombre d'enroulements. Et donc le monopôle est un exemple d'un défaut topologique. Et en particulier, s'il existe un monopôle quelque part dans l'univers, il faudra approcher un antimonopôle, c'est une charge opposée à ce monopôle, pour le détruire. Donc vous voyez comment en électromagnétisme, ces propriétés topologiques peuvent apparaître. Alors une remarque très rapide, j'irai vraiment très très vite là-dessus. Je reviens à Wu et Yang. Je vous rappelle que Yang est plus moderne en 1957 pour d'autres travaux, mais malgré tout, vous voyez. En fait, ils vont faire des observations mathématiques extrêmement importantes dans un papier de 1975 et qui sera oublié par une grande partie de la communauté scientifique. Et c'est ce que je vais essayer d'accentuer dans la suite. C'est des gens qui venaient de la physique des particules, de la physique mathématique, et on verra que leur interprétation mathématique de ce que nous avons discuté maintenant va en fait réapparaître dans d'autres domaines de la physique, mais des années plus tard. Donc qu'est-ce qu'ils font, nos amis Wu et Yang? En fait, ils vont repenser à l'effet Aharonov-Bohm. Je vous rappelle, l'effet Aharonov-Bohm, la fonction d'onde est multipliée par une phase qui est l'intégrale le long d'un chemin du potentiel vecteur, etc. Et en fait, ce qu'ils vont constater, c'est que cette quantité, ce potentiel vecteur qui apparaît dans cette intégrale, joue le rôle de ce qu'on appelle une connexion. Une connexion, c'est un objet mathématique qui permet de faire ce qu'on appelle le transport parallèle dans des structures mathématiques qu'on appelle des espaces fibrés. Alors, je ne vais pas expliquer ça dans le détail, mais en gros, vous imaginez un objet mathématique, ce sont des espaces mathématiques un peu compliqués, alors il est fibré, avec des poils en chaque point. Et cette connexion, elle nous explique comment on transporte de façon très douce des objets sur cet espace fibré. Et donc, c'est cette connexion. Donc, c'est une interprétation géométrique. D'accord? Il ne réinvente pas l'effet Aharonov-Bohm, c'est simplement qu'en regardant l'effet Aharonov-Bohm, il réalise que le potentiel vecteur joue le rôle d'une connexion sur un espace fibré. Et la quantité physique associée au potentiel vecteur, donc le champ magnétique, eh bien, il réalise que c'est une courbure de cet espace fibré. Donc, c'est une observation mathématique, mais on va voir qu'il va avoir des répercussions très importantes. Donc, dans ce même article de 1975, ils analysent l'effet Aharonov-Bohm, et ils analysent le problème du monopôle de Dirac qu'on vient de discuter. Ici, je réécris le résultat qu'on a obtenu il y a un instant, c'est-à-dire que le flux phi à travers une surface qui entoure le monopôle est donné par 4pi fois g, donc je pourrais écrire ça comme 2 fois g est égal à phi sur 2pi. Le flux phi, c'est l'intégrale autour de cette surface qui entoure le monopôle du champ magnétique, d'accord, ici j'invente rien. On a obtenu que ceci était quantifié, rappelez-vous, 2G, la charge magnétique de ce monopôle est quantifiée, elle est donnée par ce nombre d'enroulements, rappelez-vous, c'est un défaut topologique. Mais ce que réalisent Wu et Yang, c'est que puisque le champ magnétique joue le rôle d'une courbure d'un espace fibré, ce qu'on est en train de regarder là, c'est vraiment l'intégrale d'une courbure. Et là, quand on est mathématicien, on se dit l'intégrale d'une courbure sur un espace fermé, ça sent le théorème de Gauss-Bonnet. Et en fait, dans ce cadre-ci, dans le cadre des espaces fibrés, on peut montrer que ceci est un invariant topologique qui est lié au théorème de Gauss-Bonnet et qu'on appelle le nombre de Chern. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est que le nombre de Chern, c'est justement un nombre topologique qui classifie, qui permet la classification topologique des espaces fibrés, que sont ces structures qu'intéressaient Wu et Yang. Alors, ils vont vraiment assez loin, Wu et Yang, dans ce papier quasiment totalement oublié de 1975. Ils vont jusqu'à proposer un tableau, qui est vraiment un tableau qui vous dit que l'électromagnétisme, les théories de jauge en général, mais l'électromagnétisme, est une théorie mathématique des espaces fibrés. D'accord? C'est vraiment un tableau de leur papier. Donc ils nous disent, je vais très rapidement, mais ils nous disent, par exemple, que le potentiel vecteur est une connexion sur un espace fibré principal.
Ils nous disent que le field strength tensor, donc qui contient le champ magnétique, est une courbure sur cet espace. Ils nous disent que la quantification du monopôle de Dirac, ce qu'on vient de voir, que 2G est un nombre entier, ça permet la classification des espaces fibrés de type U1, c'est-à-dire classés selon les nombres de Chern. Donc ils établissent ce tableau magnifique, et en fait ce qu'ils vont faire dans les années qui suivent, c'est en fait interpréter ou offrir une interprétation géométrique des théories de jauge en général, c'est-à-dire non seulement l'électromagnétisme, mais aussi d'autres types de théories de jauge qui décrivent des interactions fondamentales. Donc, par exemple, QCD, ça décrit les interactions entre les quarks avec les gluons. Eh bien, ils vont montrer que les champs qui décrivent les gluons, eh bien, on peut les décrire en termes d'espace fibré, de connexion, de courbure et tout ça. Et en fait, une fois qu'ils auront compris ces descriptions géométriques, c'est parti. Toute la théorie de jauge qui va constituer le modèle standard de la physique des particules va se mettre en mouvement. Donc, ce qui est très beau, je pense, dans cette histoire, c'est qu'on part d'une analyse mathématique de l'effet Aharonov-Bohm. On est très loin de QCD, de la physique des quarks et tout ça. On parle de l'effet d'Aharonov-Bohm, d'un électron qui se promène autour d'un solénoïde. On prend le travail un peu abstrait de Dirac sur le monopôle magnétique en 1931. Et en fait, tout ceci va nous conduire vers le modèle standard de la physique des particules. C'est vraiment quelque chose d'assez beau. Bon, promis, j'avance un petit peu plus vite, je vois que le temps avance. On avait prévu... Oui, ça va, j'ai encore combien de temps? Juste pour ça, le rythme que je prends pour la fin. Un quart d'heure, on est très bon. Alors, on va quitter la physique des particules, et en partie les espaces fibrés, on va les retrouver bientôt. On va s'intéresser à un tout autre problème. Oublier l'effet Aharonov-Bohm, oublier le monopôle de Dirac. On va regarder un système, un problème physique extrêmement simple. Et le cadre physique, c'est le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la phase de Berry, qui est décrite dans ce travail de 1983. Alors le problème de Berry est très simple, il est en fait plus ancien, mais disons que c'est lui qui permettra de vraiment décrire les choses dans le détail. Le problème est le suivant. Imaginez un système quantique, cette boîte noire-là, d'accord? Je vous dis que ça c'est un système quantique, il y a une ou plusieurs particules là-dedans, décrites par la mécanique quantique, et sur cette boîte noire, je mets deux boutons. Un bouton que je vais appeler bouton lambda 1, bouton rouge, et un bouton bleu que j'appelle lambda 2. Lambda 1, lambda 2, ce sont deux paramètres. D'accord? Donc qu'est-ce que je dis? Je dis simplement que l'hamiltonien de mon système qui décrit correctement la physique quantique qu'il y a dans cette boîte, cet hamiltonien, il dépend de deux paramètres, lambda 1, lambda 2, et ces deux paramètres, je me permets de les bouger, d'accord, dans mon laboratoire. Ok? Comme on tourne les boutons d'un nom qui court. Et le problème qu'il regarde, c'est le problème suivant. Il dit, supposons que je prépare ce système dans son état d'énergie fondamentale. D'accord? On a un électron là-dedans, qui tombe dans son état d'énergie le plus bas, la plus basse. Et pour un choix de mes paramètres. J'appelle ce choix des paramètres lambda I pour initial. D'accord? Et il y a une fonction d'onde qui décrit l'état d'énergie la plus basse de mon système en ce point lambda 1. Donc voilà, j'ai ma boîte, j'ai mon état d'énergie la plus basse. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais très lentement, et le mot lent ici est extrêmement important, on peut le décrire de façon plus rigoureuse, mais retenez simplement le mot lent, on va lentement changer nos paramètres. D'accord? Donc j'ai mon état d'énergie minimale et je vais changer lambda 1, changer lambda 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectuer un chemin dans mon espace des paramètres lambda 1 et lambda 2. Et la question est de savoir qu'est-ce que je vais avoir à l'arrivée. D'accord? C'est un problème très facile à décrire. Et de nouveau, vous prenez l'équation de Schrödinger, et en fait c'est 2-3 lignes de calcul pour obtenir le résultat. C'est vraiment le même calcul que pour obtenir la circulation du potentiel vecteur dans l'expérience d'Aharonov-Bohm. Un calcul extrêmement simple, et le résultat il est donné ici. Après un chemin lentement parcouru dans l'espace des paramètres, eh bien, ce qu'on va obtenir dans notre boîte, c'est l'état d'énergie minimale au point lambda f. Donc j'ai un objet des paramètres, j'ai un état d'énergie fondamentale, d'énergie basse. Donc je vais obtenir l'état d'énergie basse, mais cet état, cette fonction d'onde, va être multiplié de nouveau par un facteur de phase, donc exposant i. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette phase? Il y a l'intégrale le long du chemin que j'ai parcouru, ça c'est très important, l'intégrale le long de ce chemin d'une quantité que je vais appeler A.
Alors, vous tentez de dire, oui, c'est le potentiel vecteur qu'on a discuté il y a un instant. Non, pas du tout. Bien évidemment, par analogie, je vais l'appeler A. A, c'est autre chose. Avant de dire ce qu'on obtient ici, c'est ce qu'on va appeler une phase géométrique. Pourquoi? Parce que cette phase, une phase complexe, ne dépend que du chemin qui a été parcouru. En fait, si vous faites le calcul de mécanique quantique, vous allez voir qu'on va avoir une autre phase qui va s'ajouter, qui est la phase dynamique, qui va dépendre du temps qu'on a mis pour aller de ce point-là à ce point-là. Et cette phase-là, je la mets à la poubelle parce qu'elle n'est pas importante. Et donc, on a cette phase qui est purement géométrique. Elle ne dépend que du chemin parcouru. Et quelle est cette quantité A qui intervient dans cette phase? Eh bien, c'est ce que j'appellerais un potentiel vecteur émergent. Pourquoi? Parce que c'est une quantité qui va se comporter comme un potentiel vecteur. Par exemple, si on fait une transformation de jauge, mais je ne vais pas aller dans le détail, je dis simplement que c'est un potentiel vecteur qui émerge et qui est en fait donné par une expression, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui fait intervenir la fonction d'onde, psi 0, et c'est dérivé par rapport aux paramètres lambda 1 et lambda 2. Cette quantité, on va l'appeler la connexion de dérive. De nouveau, si on fait l'interprétation mathématique, on va voir que ça en fait la connexion sur un espace fibré. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, de la même façon qu'un potentiel vecteur n'est pas physique, en fait, ce potentiel vecteur émergent n'est pas physique. Et en fait, pendant des dizaines d'années, les gens étaient clairement au courant qu'il y avait cette phase, mais ils partaient du principe que c'était une phase qui n'était absolument pas physique. Il arrive Berry en 1983 qui nous dit « Non, mais attendez, vous ne devez pas vous arrêter là. Ce que vous devez faire, c'est calculer le rotationnel de ce objet-là. Essayons de voir quel est le champ magnétique émergent, inobservable, qui serait associé à cette connexion de Berry. Lui-même ne l'appelait pas connexion de Berry, on l'appelle comme ça aujourd'hui. Donc il dit en fait ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre le rotationnel de ce truc-là et essayer de voir si on ne peut pas mesurer ce truc dans une expérience. Donc cette quantité, c'est ce qu'on va appeler la courbure de Berry. Donc de la même façon qu'on avait le potentiel vecteur qui jouait le rôle d'une connexion, rappelez-vous Wu et Yang, eh bien ce champ magnétique émergent va jouer le rôle d'une courbure. Et donc là, vous voyez tout de suite quelque chose de remarquable. Cette quantité-ci qui est observable, eh bien, c'est une sorte de champ magnétique synthétique, dans le sens où dans ce problème, il n'y a aucun champ magnétique. D'accord? Dans ma boîte noire, quand je vous le dis, il n'y a pas de champ magnétique, mais en effectuant cette dynamique qu'on appelle adiabatique, eh bien, il y a ces champs magnétiques émergents qui vont apparaître et qui sont vraiment des fonctions, qui dépendent de la fonction d'onde et c'est dérivé par rapport aux paramètres. Il n'y a vraiment aucun champ magnétique dans le problème. Alors ici, simplement une petite note. Donc l'interprétation géométrique en termes d'espace fibré de ces objets-là sera donnée par Barry Simon, en fait, en discutant avec Berry en 1983. Et ce que je trouve très étonnant, j'en ai jamais discuté avec ces personnes-là, c'est qu'en fait, ils ne mentionnent jamais les travaux de Wu et Yang qui ont permis de faire cette collection des espaces fibrés. Mais bon, ça c'est une petite histoire. Alors, très rapidement, on va quitter la phase de Berry un instant, et je suis bientôt en train d'exposer. J'aimerais annoncer un résultat qui est en fait antérieur, qui est un résultat de Karplus et Luttinger de 1954. Et c'est quelque chose d'assez intéressant sur le plan historique, parce que c'est un résultat qui a été très 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 longtemps oublié. Et quand on connaît l'histoire de la phase de Berry et de toute une série d'autres résultats, on se dit que la plupart des résultats étaient déjà dans ce papier de 1954. C'est souvent le cas en physique. Et en un mot, qu'est-ce que Karplus et Luttinger étudient? Ils étudient ce qu'on appelle l'effet Hall anormal. Il existe des matériaux où lorsqu'on applique un champ électrique, eh bien les électrons, au lieu de former un courant qui est longitudinal, eh bien les électrons ils forment un courant qui est perpendiculaire. Donc il y a clairement quelque chose comme un effet Hall, il y a quelque chose qui dévie les électrons, on ne comprend pas pourquoi. Clairement, ça doit être une propriété du matériau, mais on ne comprend pas. Il semblerait qu'il y ait un effet Hall sans champ magnétique. Donc, comment est-ce possible? Alors, en un mot, qu'est-ce que Karplus et Luttinger vont faire? Ben, ils vont explorer la théorie des bandes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un matériau, c'est correctement décrit par un spectre d'énergie qui est représenté ici. Vous voyez qu'il y a des bandes d'énergie qui sont définies dans un espace qu'on appelle l'espace des quasi-impulsions. Et ce qu'ils vont dire, c'est ben, nous mettons un électron ici dans une de ces bandes, appliquant un champ électrique, et essayons de regarder les équations du mouvement, dans le cas de la physique quantique, hein, bien sûr. Et en fait, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que ces électrons, s'ils restent dans cette bande-là, et de nouveau, il y a cette idée d'adiabaticité de Berry, qui est qu'on va rester dans un sous-espace d'énergie, eh bien, il y a une force qui apparaît. Et c'est une force de type force de Lorentz. Vous souvenez, la force produite par un champ magnétique. Seulement, cette force de Lorentz, elle apparaît, elle émerge en l'absence de champ magnétique. S'il n'y a pas de champ magnétique.
mais elle émerge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils observent que cette force de Lorentz, elle n'apparaît pas dans l'espace réel, elle apparaît dans l'espace des quasi-impulsions, que je ne vais pas définir ici, mais qui sont les bons nombres quantiques dans cette théorie des bandes pour les matériaux. Et donc, c'est ce que j'écris ici, il voit que les particules sont soumises à une force qui est donnée par une certaine vitesse dans l'espace des quasi-impulsions, produit vectoriel, un certain champ. Alors aujourd'hui, ce champ, on le connaît, c'est la courbure de Berry. C'est la courbure de Berry. Pour ce problème en théorie des bandes, où l'espace relevant, enfin pertinent, et l'espace des quasi-impulsions. Mais à ce stade-là, ils ne connaissaient pas. Donc en 1954, on ne connaissait pas la phase de Berry, on ne connaissait pas la courbure de Berry. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'il existe en effet une force qui produit cet effet Hall anormal. Donc à ce stade-ci, il est clair qu'un magnétisme émergent peut générer un effet Hall sans un champ extérieur. Notre vision moderne, c'est, bien sûr, c'est possible parce qu'il suffit que ces bandes d'énergie, ou les états propres associés à ces bandes d'énergie, possèdent une certaine courbure de Berry qui donne lieu à un champ magnétique émergent. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'impression que tout se trouve dans ce travail. En fait, ce travail sera complètement oublié. Et je suis bientôt à la fin de mon exposé. On va maintenant entrer dans peut-être le vif du sujet, mais je ne vais pas tout m'étendre. On va voir que tous les concepts qu'on a accumulés, qu'on a appris jusqu'à maintenant, vont nous mener à ce qu'on appelle les états topologiques de la matière. Alors l'histoire, elle va vraiment démarrer en 1980, donc on est 3 ans avant la phase de Berry, mais on est plusieurs années après Carpus déjà. Et l'effet Hall quantique, c'est une découverte de Klaus von Klitzing, qui recevra le prix Nobel en 1985. Il y a un autre effet Hall quantique, l'effet Hall quantique fractionnaire, qui sera découvert 2-3 ans plus tard, qui donnera aussi lieu à un prix Nobel. Il y a beaucoup de prix Nobel qui sont générés dans ce cadre-là. Et qu'est-ce qu'il fait von Klitzing? Il mesure au laboratoire, donc on est en physique du solide, hein, il y a un Grenoble, il y a des matériaux bidimensionnels, donc des matériaux à 2 dimensions, qui plongent dans des champs magnétiques intenses à très basse température. Et qu'est-ce qu'il mesure au laboratoire? Il mesure la conductivité de Hall. Qu'est-ce que c'est la conductivité de Hall? Vous prenez votre matériau, vous mettez un champ électrique, vous essayez d'accélérer vos électrons, et en fait vous allez mesurer la déflexion de ces électrons. Vous allez mesurer le courant transverse au champ électrique appliqué. D'accord? Donc ça c'est le champ électrique appliqué selon X, ça c'est le champ le courant mesuré selon Y, et la quantité qui relie les deux, eh bien c'est la conductivité de Hall. Alors ici je vous montre un résultat expérimental. En fait ici ce n'est pas la conductivité de Hall, c'est la résistivité de Hall, donc c'est 1 sur sigma h, mais ce n'est pas très important. Ce que vous voyez c'est qu'à des champs magnétiques très faibles, cette quantité croît linéairement. Alors ça c'est très très bien décrit par la théorie classique. On obtient ça dans le cas de ce qu'on appelle la théorie de Drude, donc en considérant que les électrons sont en gros décrits par les équations de Newton. Et ce que vous voyez, c'est qu'à des champs magnétiques très importants, et on est aussi à des températures très basses, de l'ordre du mini-Kelvin, vous voyez qu'on commence à avoir des plateaux. Et ce qui est remarquable, c'est que sur chaque plateau, la conductivité de Hall est donnée par une constante fondamentale de la nature. E, c'est la charge de l'électron, H, c'est la constante de Planck. Donc ça, c'est un nombre totalement de E carré sur H, c'est ce qu'on appelle le quantum de conductivité, c'est une constante fondamentale de la nature. Donc sur chaque plateau, sigma H vaut cette constante fondamentale de la nature, fois un nombre entier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors ça c'est extraordinaire, donc il a obtenu ce résultat, il l'a envoyé à PRL, ça a été rejeté par les référés, puis il a rencontré les référés à une conférence, et il a dit non, je pense que vous n'avez pas compris. Là, il y a vraiment quelque chose de dingue qui est en train de se passer, donc qui est passé à PRL. Et qu'est-ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que ces plateaux, donc ils sont quantifiés, en effet, donc sigma H prend une valeur entière sur chaque plateau, ils sont extrêmement robustes. Vous pouvez prendre plein de matériaux différents, vous pouvez mettre du désordre, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous allez toujours voir ces plateaux. Il faut évidemment aller à des champs magnétiques intenses, à de basse température, mais une fois que vous êtes dans ces conditions, vous allez toujours voir ces plateaux. Et clairement, ces plateaux ont quelque chose d'universel. E carré sur H, une constante fondamentale de la nature. Il n'y a rien dans cette équation qui est lié aux propriétés intrinsèques de ces matériaux. C'est juste constante fondamentale de la nature, fois un nombre entier. Donc il doit y avoir de la topologie, quelque part. Il doit y avoir de la topologie. Et en 1982, ou 2 ans plus tard, rappelez-vous, on est 1 an avant la phase de Berry, 1982, David Fowles, alors c'est le Fowles de BKT, on retombe sur Fowles, il aurait dû recevoir un 2e prix Nobel, mais finalement en 2016 il recevra le prix Nobel pour ces 2 découvertes-là.
en fait, il comprendra quelle est la topologie qui se cache derrière ces plateaux, avec ses co-auteurs, donc Tholes, Komoto, Nightingale et Donnez. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails. Ils font un calcul qui n'est pas si différent du calcul de Karplus et Luttinger. Ils prennent la théorie des bandes. Rappelez-vous, on a des matériaux. Bon, ici, ce sont des matériaux dans des champs magnétiques. C'est un peu différent. Mais on peut prendre cette structure de bande, calculer l'effet d'un champ électrique sur des électrons qui occupent une bande. Et ce que TKNN obtiennent comme résultat, c'est que lorsqu'une bande comme celle-ci est parfaitement remplie, c'est qu'il y a des électrons qui occupent tous les états disponibles dans cette bande, eh bien, il obtient, donc c'est théorique, en utilisant ce qu'on appelle la formule de Kubo, que la conductivité de Hall est en effet donnée par E carré sur H, cette constante de la nature, fois une quantité qu'on appelle aujourd'hui le nombre TKNN, qui est nécessairement un nombre entier. Donc là, il le démontre dans le papier. Il dit, voilà, ça, en effet, c'est un nombre entier, et en fait, c'est un nombre topologique. L'interprétation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, la quantité qui est ici, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de la courbure de Berry, donc ce champ magnétique émergent dans cette bande-là. C'est l'intégrale de ce champ magnétique sur tout l'espace des quasi-impulsions. Donc là, vous retrouvez en fait quelque chose qui est un monopôle. C'est-à-dire qu'on va calculer l'intégrale, le flux total d'un champ magnétique à travers un espace qui n'est plus une sphère dans le cas du monopôle, mais qui va être ici l'espace des quasi-impulsions. En fait, dans un petit détail technique, cet espace forme un tor. Donc en fait, on va calculer sur un tor le flux total de cette courbure de Berry, et ce nombre est un monopôle, c'est un nombre de Chern. D'accord, je fais le lien maintenant avec Wu et Yang, qui en fait comprennent très bien que à partir du moment où B joue le rôle d'une courbure, et si j'intègre cette courbure, eh bien, je vais obtenir un nombre de Chern. Dit autrement, le nombre TKNN n'est rien d'autre qu'un monopôle magnétique artificiel lié à la courbure de Berry et qui vit dans cet espace des quasi-impulsions. Donc ça, c'est le résultat fondamental de David Thales, donc il recevra également le prix Nobel pour cela. Et quelques années plus tard, Duncan Haldane qui partagera aussi ce même prix Nobel de 2016. Donc en 2016, le prix Nobel est attribué à Thales, Kosterlitz et Haldane. Lui, ce qu'il découvra, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les isolants de Chern, c'est-à-dire tous les matériaux qui présentent ces propriétés que sigma H est quantifié par E carré sur H pour un nombre entier, qu'en fait, ces isolants de Chern ne nécessitent pas un champ magnétique extérieur. Quelque part, ça nous rappelle Karplus et Luttinger qui nous disaient qu'en effet, on peut avoir un effet Hall sans champ magnétique extérieur, mais Haldane le comprend dans ce cadre aussi, et c'est véritablement ces papiers-ci qui vont souligner le fait qu'il existe des matériaux qui présentent des phases de la matière qui sont topologiques, c'est-à-dire des phases qui sont caractérisées non pas par un paramètre d'ordre local, mais par des nombres topologiques, comme par exemple le nombre de Chern. Et ce que Duncan Haldane soulignera, c'est que le seul ingrédient nécessaire pour former ces phases topologiques de la matière, ces isolants de Chern, c'est de trouver des matériaux qui brisent la symétrie par renversement du temps. Donc il faut un petit peu de ferromagnétisme, un petit peu de magnétisme dans cette matière. En fait, c'est suffisant pour générer ce type de système. Donc une petite note que je trouve assez amusante, c'est que vous voyez que ces résultats, ces travaux, font quand même appel à toute une série de notions qu'on retrouve dans Wu et Yang en 1955, aussi dans Karplus et Luttinger 54, et aucun de ces travaux ne sont mentionnés dans ces travaux-là. Ce que je trouve assez impressionnant et qui montre que des communautés différentes ne se parlaient absolument pas. Voilà, donc ça c'est ma dernière slide. Je pourrais maintenant vous parler des phases topologiques de la matière pendant 3-4 heures, mais je ne le ferai pas. J'ai envie de profiter du beau soleil de notre samedi. Mais je terminerai en vous disant que suite à ces travaux de TKNN, de Haldane et d'autres chercheurs que j'ai pas eu l'occasion de citer, en fait il y a de très nombreuses phases topologiques qui ont été identifiées, classifiées, observées. Il y a des phases qui sont caractérisées par des nombres de Chern, par des nombres d'Euler, par des nombres qu'on appelle Pfaffien. Il y a toute une série, il y a une zoologie des phases topologiques. De nombreuses phases ont été observées dans des matériaux ou dans des systèmes synthétiques, pas uniquement des systèmes de particules. Il y a des phases topologiques qui sont observées dans des systèmes de lumière, dans des systèmes acoustiques. Donc les phases topologiques, on les retrouve un petit peu partout aujourd'hui. Alors elles présentent des propriétés exotiques. On a vu que la conductivité de Hall est quantifiée, c'est quelque chose de très impressionnant. En laboratoire, on voit ces plateaux.
Mais en fait, de façon générale, les phases topologiques présentent ce qu'on appelle des réponses quantifiées. La conductivité de Hall, c'est une réponse quantifiée. On a un champ électrique et on calcule le courant que ça génère, donc c'est une réponse. Mais en fait, il y a plein de réponses différentes qui peuvent être générées par ces états topologiques. Et ces réponses sont quantifiées, c'est-à-dire vraiment figées par des nombres entiers ou fractionnaires associés à des invariants topologiques. Et une manifestation physique très importante de ces états topologiques de la matière, ce sont les états de Bohr. Donc ici, c'est juste une illustration. Si vous prenez un certain système, vous prenez par exemple ce que j'avais ici sur la gauche. Donc si je prends un matériau qui est décrit par une structure de bande et que je calcule son nombre de Chern et que le nombre de Chern est non nul, eh bien, il y a une sorte de théorème d'holographie, si vous voulez, qu'on appelle la correspondance volume-bas, qui nous dit que si on a détecté des nombres de Chern et des nombres topologiques non nuls, alors il y a nécessairement quelque chose de rigolo qui se passe sur le bord du système. Alors, quelque chose de rigolo, ça peut évidemment prendre plein de formes différentes. Dans le cas de l'isogram de Chern, ce qu'on peut montrer, c'est que lorsqu'il y a un nombre de Chern différent de 0, il y a nécessairement un courant qui se produit sur le bord du système, et ce courant est chiral. Il est extrêmement robuste, il est protégé par la topologie, par le nombre de Chern qui se trouve à l'intérieur du système. Et donc ça, évidemment, ces courants chiraux, extrêmement robustes, protégés par la topologie, ça a des applications, ça a déjà des applications en électronique, en spintronique, mais aussi en optique, donc dans les systèmes de photons. On peut avoir des systèmes où les photons sont obligés d'aller dans un certain sens. Donc ça permet de créer des lasers, des dispositifs expérimentaux en optique qui peuvent être extrêmement robustes. Il y a aussi visiblement des applications en acoustique. Pour la petite histoire, on découvre même des états de Bohr chiraux dans les océans. Donc on peut montrer qu'il y a des nombres de Chern dans l'océan. Donc pour montrer qu'il y a des vagues chirales, des défauts topologiques dans les océans, qui sont en fait strictement équivalents à ces états de Bohr qui circulent autour des matériaux. Il y a une très très belle physique derrière. Et alors aujourd'hui, c'est très à la mode, le calcul quantique. Macron, Trump, tout le monde investit depuis maintenant 5-10 ans. Et en effet, bon, je le dis en souriant un petit peu, mais en effet, il a été sérieusement proposé il y a une trentaine d'années maintenant, qu'on pourrait utiliser les états de Bohr protégés par la topologie pour effectuer des opérations de calcul quantique, donc sur des qubits, ce sont des éléments élémentaires pour les calculs quantiques, qui seraient protégés par la topologie. Donc, comme vous le savez probablement, le calcul quantique, c'est un programme magnifique. En effet, beaucoup de gens investissent beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que les systèmes quantiques, contrairement aux systèmes classiques, peuvent entrer dans ce qu'on appelle une phase de décohérence. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit par rapport au suprafluide. Vous vous souvenez, ces fonctions d'onde macroscopiques qui sont cohérentes, tous les bosons se mettent d'accord. Et le problème, c'est quand ils ne se mettent plus d'accord, il y a une perte de cohérence, et alors c'est fini. On perd le suprafluide et on perd ces états topologiques. Donc un grand problème du calcul quantique, c'est d'essayer d'avoir des opérations sur des qubits, donc des éléments élémentaires d'information quantique, mais qui seraient protégés par la topologie. C'est-à-dire que même en présence d'un couplage avec l'environnement, même en présence de décohérence, en fait, ces opérations seront protégées. Donc c'est extrêmement à la mode, et je terminerai juste avec cette dernière image. Donc ceci, c'est un article qui est paru dans Nature au mois de février, le 19 février. Et je ne vous montre pas ici la publication. En fait, ceci, c'est un article qui est sorti une semaine ou deux après la publication dans Nature. Et en gros, vous avez probablement entendu parler de ça dans la presse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Microsoft qui a publié un article scientifique dans Nature en disant, voilà, ça fait 10 ans qu'on bosse là-dessus, mais on a réussi, on l'a fait, notre puce de calcul quantique topologique. Il l'appelle Majorana, parce que les états de Bohr, dans ce cas-là, ce sont ce qu'on appelle des fermions de Majorana, qui vivent sur le bord du système. Et il a été suggéré que ces fermions de Majorana pourraient être utilisés pour faire du calcul quantique topologique. Et donc voilà, Microsoft a bossé là-dessus et a publié un article en disant, voilà, on a notre puce, on a notre fermion de Majorana, maintenant c'est parti. Et en fait, c'est une histoire assez terrible, parce que comme vous le voyez dans ce titre, vous voyez, Microsoft claims quantum computing breakthrough, but some physicists are skeptical. Alors ça, c'est toute l'hypocrisie qui se cache derrière Nature. En fait, si vous allez sur le site, je vous le dis, c'est pour la petite histoire, si vous allez sur l'article, et en particulier si vous allez chercher l'article de Microsoft sur le site de Nature, vous allez voir que vous avez accès au rapport de référé. Vous allez voir que les rapports de référé, donc
lisent, qui jugent les articles avant que ces articles paraissent dans Nature. C'est référé, pas du tout content avec ce qu'ils ont lu. Ils disent, écoutez, oui, vous avez réalisé plus, mais on ne voit aucune signature de Fernand Majorana, c'est n'importe quoi votre truc. Donc non, on n'accepte pas la publication dans Nature. Mais évidemment, Nature veut faire du buzz, donc évidemment, ils publient l'article. Mais qu'est-ce qu'ils font, Nature? Ils sont très intelligents. Ils ont ce côté de transparence absolue, donc on vous met les rapports de référie en ligne, donc vous pouvez les consulter dès aujourd'hui. Mais si vous regardez, au-dessus de ces rapports de référie, il est écrit en tout petit que les éditeurs de Nature sont en fait conscients que l'article ne présente pas l'observation expérimentale de Fernand Majorana, mais que néanmoins ils jugent que ces avancées sont pertinentes, bla 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 bla. Donc en gros, vous avez un papier qui annonce la réalisation du CUS, qui lance le calcul quantique, et alors vous imaginez dans la presse, le buzz, les premières pages dans le Times, le New York Times, The Economist et tout ça, et quand vous allez voir, en fait, tout le monde, et en particulier les physiciens, on est plus que sceptiques, en fait, on sait que c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de Fernand Majorana là-dedans. Et donc, c'est ce qui est expliqué dans cet article. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut être attentif. Je suis désolé de faire un peu négatif, mais je crois que c'est très important aujourd'hui de faire attention au buzz et d'être attentif à la physique.